Maxildan est créateur depuis plus de 15 ans et fait clairement partie des meubles du Twitch game français. Il est aujourd'hui indépendant, après plus d'une décennie où on l'a connu comme animateur phare chez Eclipsia ou encore chez Le Stream, et s'est aujourd'hui imposé sur une niche dont il est devenu le numéro 1. Je pense qu'il est juste de dire que les créateurs encore actifs aujourd'hui et avec une longévité de carrière comme la sienne sont rares. Dans cet épisode, on va donc décortiquer sa carrière, depuis la grande époque des web TV à son nouveau projet sur le sujet. Maxildan sur Solocrea, c'est maintenant. Petite info, mais ce podcast vous est présenté par la Creator School. Imagine un espace grâce auquel tu peux échanger avec des créateurs qui comprennent vraiment ton quotidien. Une communauté et un collectif qui s'entraident, qui partagent et qui se retrouvent régulièrement chaque année dans des lieux d'exception. C'est la Creator School et si tu vis aujourd'hui de la création de contenu, alors c'est fait pour toi. Tu peux découvrir tout ça et t'inscrire en description. Maxildan. Adam. C'est moi-même. Bienvenue sur Solocrea. Je suis trop content de t'avoir. Je te l'ai déjà dit pour plusieurs raisons. Déjà parce que je t'aime beaucoup. Et parce que tu as un profil qui dénote un peu avec les créateurs et créatrices que j'ai pu recevoir ici, qui font un peu plus partie de la nouvelle génération, sans offense aucune évidemment. Ouais, les poils blancs, blancs te donnent raison. Je veux dire par là que tu as une expérience phénoménale dans la création de contenu. Je ne saurais même pas dire combien d'années ça fait que tu en vis officiellement. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. En tout cas, voilà, tu vois, j'aurais dit la même chose, mais je me serais pas risqué sur un 18 ou un 19, mais en tout cas, ça fait très longtemps. Tu es animateur, créateur de contenu, entrepreneur aussi, je pense qu'on peut le dire. Pourquoi je suis très content de cet épisode, c'est que je pense qu'il va être riche en apprentissage et peut-être en conseils. Donc, premièrement, peut-être sur la longévité pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, mais aussi sur plein d'autres aspects, la gestion de crise peut-être, la gestion d'une carrière de créateur en fait qui est aussi longue. Et il y a assez peu de gens en réalité aujourd'hui qui en ont une aussi longue que la tienne. Et en l'occurrence, à la Creator School du coup qui produit ce podcast, notre objectif c'est d'aider toutes les personnes qui souhaitent vivre à la fin des réseaux sociaux. Donc on a beaucoup de créateurs, de créatrices qui se lancent ou d'entrepreneurs juste qui veulent développer leur visibilité, etc. Mais à la fin, le but, c'est vivre des réseaux, qui sont curieux de voir un peu tous les chemins possibles. Dans la création spécifiquement, toutes les niches qui sont possibles. Et toi, t'en as une bien particulière. Je pense qu'on peut dire que tu es le numéro 1 dedans. Est-ce que tu serais chaud de m'en parler un petit peu, de m'expliquer ce que tu fais aujourd'hui et après on reviendra un peu sur ton parcours. Carrément. Donc moi, Maxildan, je suis animateur depuis plus de 15 ans sur Twitch. En réalité, j'ai même plutôt commencé sur YouTube. Je peux même pas dire que j'étais streamer à la base, puisqu'on faisait des petits formats vidéo sur un jeu qui s'appelait Dota 2. Et puis, quand on s'est mis à streamer, à l'époque, c'était Dailymotion. Il n'y avait pas encore Twitch. C'est pour dire à quel point je suis vieux. Un OG. Voilà. Mais voilà, donc animateur, à la base, plutôt jeux vidéo, e-sport. Et petit à petit, avec le temps, j'ai touché à beaucoup de métiers différents. Jusqu'à devenir animateur d'émissions plutôt, j'allais dire grand public, ou en tout cas généraliste, où vraiment je pourrais parler un peu de sport, de ciné, de musique, d'actualité. C'est vraiment très large. Et puis petit à petit, je me suis passionné pour le jeu de société et est arrivé un moment dans ma carrière où je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et a fortiori qu'est-ce qui me rend heureux. Et je me suis dit, en fait, je crois que c'est ça qui va mêler le fait de faire à la fois ce que je sais faire, ce qui va me rendre heureux et ce qui va mettre à bouffer dans l'assiette. Et comment ça se passe concrètement ? Donc la niche aujourd'hui, tu l'as définie comment ? Est-ce qu'il y a une catégorie sur Twitch, par exemple, puisque tu oui, une diffuses en premier sur catégorie. Twitch ? Alors, la catégorie sur Twitch, c'est Board Game. Et là, on a la chance depuis plus de 2 ans maintenant d'être numéro 1 monde sur la catégorie Board Game. Alors, dit comme ça, tu fais « Waouh, incroyable !» C'est pas mal, je ne vais pas non plus minimiser le succès, c'est cool. Maintenant, ça reste une catégorie où j'ai très peu de concurrence. Et donc, oui, c'est plus facile d'être le numéro 1 quand il y a pas des monstres en face. Maintenant, je pense quand même qu'on se bute pour essayer de faire des trucs cool, qu'on est régulier. Et surtout, et je pense que ça va être souvent la réponse à beaucoup de tes questions, qu'on ait une bonne équipe et être bien entouré pour faire des bonnes choses et surtout pour les faire longtemps, c'est vraiment la clé, quoi. Donc voilà, ma niche, c'est de parler de jeux de société et le tout avec un ton le plus détendu et sincère possible. Le but, c'est quand on nous regarde, on a vraiment l'impression de voir une bande de potes autour de la table qui se prennent pas la tête et qui s'amusent bien avec leur jeu, tout en ayant une certaine rigueur autour des règles, parce que les règles du jeu, c'est toujours le truc un peu chiant dans les jeux de société. Donc
Le plus on peut vous donner la promesse de dire, quand vous regardez nos vidéos, vous n'avez pas besoin du livre de règles. Une fois que vous avez regardé la vidéo, vous savez jouer. Ça, c'est un peu la promesse. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent pour ça. Après, il y a la bonne humeur. Et après, il y a la partie critique. Est-ce qu'on a trouvé que le jeu était bon, pas bon? Est-ce qu'on vous le recommande, etc. Il y a vraiment ce côté divertissement et aussi quand même sérieux sur tout ce que tu viens de citer, les règles, etc. Donc on en apprend aussi en regardant tous tes contenus. Mais si je reformule, on va dire avec moins de modestie, si on s'intéresse aujourd'hui de près ou de loin aux jeux de société ou qu'on veut un peu tryhard de ce domaine-là, on connaît plus ou moins forcément aujourd'hui les joueurs du dimanche et ce que tu fais. Ouais, sur Twitch, c'est les gens qui s'intéressent aux jeux de société, c'est à peu près certains qui nous connaissent. Sur YouTube, il y a quand même pas mal de monde en France. Et en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Il y a plein de manières différentes de parler de jeux de sauce. Et pour le coup, il y a vraiment de la concurrence sur YouTube et qui s'améliore. Et c'est vraiment très visible d'année en année. Quand nous, on a commencé, j'ai notamment commencé parce que je trouvais qu'il n'y avait pas les moyens de production suffisants à mes yeux pour mettre en valeur le jeu de société. Il y avait une chaîne que je regardais, moi, depuis très longtemps, quand j'ai commencé à me passionner pour le jeu de société, qui s'appelait Trick Track, qui était vraiment le maître étalon en France. Tu sais, c'était vraiment l'équivalent de jeuxvideo.com pour le jeu vidéo en France, mais pour le jeu de société, quoi. C'était le seul, l'unique. Tu es obligé de passer par ce site si tu t'intéresses au jeu de sauce. Petit à petit, l'histoire de ce site a fait qu'il a fini par fermer. Et là, tu es un peu orphelin. Tu fais, putain, mais il n'y a personne qui propose ce niveau de production, de professionnalisme. Et donc, je me suis dit, on va essayer. On va essayer d'appliquer tout ce qu'on a appris dans le monde du streaming, du jeu vidéo. On va essayer de l'appliquer aux jeux de société. Puis, je me suis mis à animer comme ça des émissions. Alors, j'aurais pas la prétention de dire que c'est mieux que ce que faisait Trick Track ou autre, mais en tout cas, on essaie de faire de notre mieux pour que le contenu soit quali et que les gens se disent « Ok, c'est bien filmé, on comprend ce qui se passe, on comprend les règles, on voit le matériel, et donc on a envie de revenir. » Voilà, en tout cas, ce qu'on essaie de faire. Aujourd'hui, tu es indépendant, du coup, on reviendra peut-être après sur ton modèle économique, justement, mais du coup, tu l'as pas toujours été dans le sens où tu as même été salarié par le passé. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui. En tout cas, un créateur, une créatrice, généralement, c'est toujours perçu comme quelqu'un, on va dire, d'indé. On conçoit même pas forcément que c'est possible d'être salarié. Je sais même pas si ça se fait encore beaucoup, honnêtement. Mais du coup, tu viens quand même du game des web TV. Ouais. Avant ça, donc là, ça fait combien de temps du coup que tu es à fond sur cette niche? Donc on va dire si on simplifie. Ouais, ça doit faire 4 ans, un truc comme ça. Mais c'est vrai que les web TV, déjà, il faut comprendre que c'est un phénomène très franco-français. Il y a ça quasiment nulle part ailleurs. Les Américains ont essayé, mais avec plus ou moins de succès. C'est souvent plus un collectif de créateurs qui se réunissent de temps en temps plutôt qu'une réelle web TV. En Allemagne, il y a une chaîne qui s'appelle Rocket Bean qui ressemble peu ou prou à ce qu'était Eclipse Yahoo le stream. Et c'est pareil, je ne connais pas les détails de leur fonctionnement, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est quelque chose de très rare et ça se ressent dans la manière de créer du contenu qu'a la communauté française du streaming. On fait beaucoup de trucs ensemble. Il y a beaucoup de sessions où on se réunit, où on fait du jeu vidéo, où on va, je sais pas, louer une villa pour faire une espèce de LAN comme fait Zerator sur World of Warcraft à chaque sortie, etc. C'est vraiment un truc, on a cette culture de faire des choses ensemble. Et est-ce que ça vient des web TV? Je sais pas, peut-être. Ça a peut-être participé en tout cas. Ça a peut-être participé, mais en tout cas, c'est vrai qu'on essaye de pas trop rester dans notre coin et de faire des trucs ensemble. Et je trouve ça assez chouette. Maintenant, c'est un modèle qui est très, très, très difficile à faire naître et à faire survivre parce que ça nécessite d'avoir des gens qui sont des créateurs de contenu et qui, par essence, ont de l'ego. Beaucoup. C'est pas un mal, il en faut. Faut de la confiance en soi, il faut avoir envie d'apprécier un minimum, se voir à la caméra, interagir avec les gens, avoir une grande gueule. Ça vient avec tout ça d'être créateur de contenu. T'as beaucoup d'ego, toi? C'est difficile. Je pense que je suis un peu mégalo, c'est-à-dire que j'ai énormément de confiance en moi. Je suis souvent fier de ce que je fais.
fier de ce que je suis, et tant mieux parce que c'est ce qui me donne la force et l'énergie de continuer ce que je fais année après année, peu importe les tempêtes que je prends dans la tronche, et de dire c'est pas grave, je vais me relever, je vais refaire un autre truc, ça va être cool, let's go. J'ai vraiment ce truc de le travail paye, on bosse. Je pense que j'ai de l'ego, mais qu'il est pas trop mal placé. Voilà, je pense il me sert plus qu'il ne me dessert. Je pense que j'ai de l'ego, mais je suis pas non plus quelqu'un à qui tu peux pas faire une remarque sur ah tiens, ça c'est pas ouf, tu pourrais améliorer ci, tu pourrais améliorer ça. Je pense que maintenant, ça va, tu peux me dire des trucs et je vais quand même essayer de plutôt le voir positivement et dire ok, qu'est-ce que je peux tirer de ce qu'il m'a dit? Déjà, est-ce que je suis d'accord avec lui? Je peux aussi ne pas écouter ce que tu me dis et penser que tu es à côté de la plaque. Mais derrière, essayer quand même de faire le bilan et de dire bon, je peux peut-être tirer quelque chose de cette remarque. Il faut pas tout mélanger. Il y a de l'ego positif, il y a de l'ego qui l'est moins. Bien sûr. Mais voilà. Et du coup, tu as pu observer un certain nombre d'équipes, de collectifs, etc. sur les deux web TV dans lesquels tu as beaucoup travaillé. Donc Eclipsia d'abord, puis le stream. Faut trouver un équilibre parce que donc, c'est là où c'est quoi j'allais la dire. difficulté, ouais, pardon. Tu as vraiment beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ego et en même temps, par nécessité, faire vivre une web TV, c'est travailler pour le groupe avant de travailler pour toi-même. Et ça, quand ton but c'est de faire évoluer ta carrière personnelle et que c'est censé rayonner sur le groupe, puisque plus tu deviens big, toi, plus la TV devient big, tu dois trouver cet équilibre entre je travaille pour moi, mais aussi pour les autres. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que les web TV deviennent une espèce d'école de créateurs, parce qu'en gros, tu démarres, tu n'es souvent pas énorme, tu réussis à grossir à force de travail, ça va déteindre sur la TV, ça va déteindre sur tous tes autres collègues, et tant mieux. Et au bout d'un moment, tu as ce sentiment que tu tires la web TV comme un boulet. Qu'en fait, c'est plus elle qui t'apporte, c'est toi qui lui apporte, et qu'en fait, si tu n'étais pas là, elle irait moins bien, et que si elle n'était pas là, tu irais mieux. Et quand tu commences à avoir ce genre de pensée, en général, ça dure pas très longtemps, tu finis par partir assez vite. Donc, est-ce que c'est grave? Je sais pas. Mais en tout cas, je crois que faire une web TV en espérant que les gens vont rester pendant 15 ans non-stop, que même ça devient des gigastars, ils vont continuer à se dire « je travaille pour le groupe plus que pour moi-même », je pense que c'est se leurrer. Je crois qu'il faut assumer le fait que ça va devenir une espèce d'école et qu'il va y avoir un turnover et que les gens vont devenir des fois trop gros pour rester, puis que d'autres arriveront et qu'il faut vivre avec ça. Et que d'autres vont rester des années et des années parce qu'ils trouveront jamais le truc qui les fait exploser. Je pense que c'est mon cas. J'ai fait des années et des années de web TV. Et en fait, ça m'a pas pesé parce que j'avais beau voir d'autres qui parfois réussissaient plus ou différemment et finissaient par partir. Moi, j'ai jamais été aussi heureux dans ma carrière que quand je travaillais pour des web TV. Ce que j'allais dire, c'est que pourtant tu faisais partie sur les deux web TV, donc Eclipsia et le stream, largement des personnes les plus exposées. T'étais là, enfin, t'étais largement dans les têtes d'affiche, et pourtant, j'ai pas l'impression que t'avais envie de partir le lendemain. Parce que contrairement à d'autres, toute mon énergie, je la mettais dans la web TV. Et peut-être à tort, peut-être que j'aurais dû plus développer ma carrière perso, mais en fait, j'avais ce truc un peu d'employé, quoi, de dire non mais la boîte, faut qu'elle tourne, et ce truc de ah mais là, si je m'en vais pendant 2 jours, ça du coup ça va plus marcher, donc je peux pas. Enfin, le côté un peu à fond dans sa boîte, peut-être trop, mais moi j'ai cette éducation-là et j'aime ça, donc j'ai pas de souci à me commit pour une boîte. Et je regrette pas parce qu'en fait j'étais heureux de faire ça, quoi. Et c'est vrai que par contre j'ai eu des fois, maintenant j'ai le recul de comprendre pourquoi les gens partent et pourquoi c'est ok et pourquoi il faut accompagner ça plutôt que le combattre. Mais c'est vrai que dans ma carrière j'ai eu des fois des trucs de putain, moi je me bute pour la boîte, et t'as des mecs qui dès qu'ils en ont l'occasion se barrent, ont profité du truc et ciao. J'avais un peu un sentiment de déloyauté, d'injustice, etc. Ça, je l'ai plus maintenant, mais c'est vrai qu'il y avait un peu de jalousie à l'époque de dire putain, quand même, ils sont pas très, comment dire, Teamplay. Ouais, pas très teamplay, pas très reconnaissants. Ils en seraient peut-être pas là sans la web TV, et je trouve qu'ils sont pas très reconnaissants à leur départ. C'est un discours que j'avais il y a quelques années, et je crois que maintenant je l'ai plus du tout. Je suis en mode bah non, mais t'as fait ton temps, t'as donné ce que t'avais à donner, et tu nous dois plus rien, merci, au revoir. Ciao. C'est un deal, quoi. C'est ok.
Donc j'ai plus trop ce discours-là. Bon, en tout cas, ouais, sur le fait que tu étais impliqué, ça tombe particulièrement bien aussi. C'était aligné avec le fait qu'en plus, avec ce rôle d'animateur que tu avais 99% du temps, faisait que tu avais besoin du collectif aussi. Donc tant mieux si tu étais aligné avec ça. C'est le truc qui est un petit peu dangereux quand tu fais une web TV, c'est que tu donnes une exposition à des gens, plus ou moins, certains pèsent plus ou moins de poids dans la web TV, dans son organisation, dans l'animation des émissions. Et en fait, quand tu donnes énormément de poids à quelqu'un et que cette personne finit par partir, elle part aussi un peu avec tout ce poids et elle laisse, entre guillemets, un peu orphelin plein de gens qui comptaient sur elle, que ce soit dans l'organisation interne de la Web TV ou même au niveau des spectateurs qui disent « Ah ouais, mais du coup, lui ou elle est plus là et du coup, la Web TV, elle est moins bien parce que moi, je regardais surtout pour cette personne-là. » Donc, tu affaiblis la Web TV quand tu pars. Et donc, c'est un peu ce truc-là d'essayer aussi de cibler les gens qui ont un fort potentiel à partir et à pas trop en mettre sur leurs épaules parce que c'est autant de poids qui va fragiliser Web TV à leur départ, quoi. C'est quoi les exemples les plus marquants que tu pourrais donner sur Eclipsia et le stream, par exemple? Les départs de Domingo, de Zerator, de Skyheart, de Jiraya. Déjà, je peux m'arrêter là. Waouh, ça, je peux te dire que ça a pesé très, très, très lourd. Et en plus, c'était pas je pars parce que je vais élever des abeilles dans le Vercors. C'était je pars parce que je vais sur Twitch et que je vais live 12 heures par jour. Donc, c'est-à-dire que non seulement tu perds des animateurs forts, appréciés, qui étaient moteurs, qui avaient beaucoup d'idées, et en tout cas, il y avait beaucoup de formats qui reposaient sur leurs épaules, sur leur humour, sur leur qualité d'animateur. D'un coup, ils disparaissent, donc c'est un gros vide laissé dans la Web TV. Et en plus, ça devient littéralement nos concurrents. Et c'est des concurrents que t'as pas envie de détester parce que tu as travaillé avec eux avec des années et tu es en mode je suis à la fois trop content que tu réussisses et à la fois c'est dur. Donc voilà, c'est dur parce que les mecs se barrent et en plus, littéralement, ils partent avec leur audience. Et là, toi, il faut que tu reconstruises après ça sans avoir l'air ni d'être has-been, ni d'être trop diminué, ni de dire regardez, on n'a plus d'idées ou on est une espèce d'ersatz de survie de ce que ça a été à l'époque. D'avoir l'impression de s'être fait larguer, qu'aux yeux des gens, ce soit... Voilà. Exactement. Et alors, en réalité, tu peux toujours reconstruire. Juste, parfois, ça demande plus ou moins de temps. Et les gens, des fois, ont un peu... Des fois, les gens sont durs, quoi. Ils ont un peu ce truc de... Tu sais, ils viennent te voir 3 jours après le départ. « Ah Yon, c'était mieux quand il était là. » Oui, frérot, mais en fait, laisse-moi le temps de reconstruire un truc. Ça se fait pas en 3 secondes de retrouver les bonnes personnes, de recréer une osmose d'équipe, de faire en sorte que vous appreniez à les apprécier. Parce que c'est ça aussi, hein. Le nombre de personnes où tu recrutes un nouvel animateur qui te disent « Ah, il est nul, je déteste. » Ouais, le temps de tisser les liens et tout. 1 an plus tard, « Ah, il est génial, j'adore. » Oui, en fait, laisse-lui le temps de te faire entrer dans son univers et de faire en sorte que tu l'apprécies, quoi. Les gens n'ont pas cette patience. Je peux pas leur en vouloir, mais c'est vrai qu'il faut tanker à chaque départ le côté « Ah, mais t'étais mieux quand il était là. » Et « Ah, lui, le nouveau, il est nul. » Et tu fais gros. Ouais, 12. Ça s'est pas fait en un jour. Laisse-nous cook. C'est particulièrement difficile en plus sur les web TV, donc en live, dans le sens où le partage d'audience est vraiment plus compliqué, c'est de la concurrence frontale, là où sur YouTube ça peut arriver ce type de problème aussi, je pense à la Redbox notamment, où il y a, quand il commence à y avoir des déséquilibres d'audience dans les collectifs, ça peut poser problème, mais à la limite, on peut regarder la vidéo d'un Mixem, d'un Mastu, d'un Joyka, de la team Redbox, qui soit dedans ou pas, ça change pas grand chose, en fait ça va pas forcément impacter les vues de tout le monde, là où en live, on peut le ressentir sur les chiffres et donc sur les revenus aussi, etc. Ça peut vraiment... En live, il y a un vrai choix de à quelle heure je fais mon émission, quel jour, il y a qui en face. Tu dois créer ta grille comme TF1, France 2, etc. Ils créent leur grille aussi en regardant tous les concurrents, en disant ok, quelle part de marché je vais prendre si je mets telle émission face à telle émission. Tu mets pas un talk show en face de Popcorn parce que tu sais que tu vas te faire rouler dessus. Ou alors, tu le fais parce que tu as des très grosses ambitions, que tu as un animateur très fort, si tu as les épaules solides, tu peux te dire allez, on va aller les chercher. On va mettre un gros truc en face de quotidien, tu vois, du journal télé. C'est la guerre, quoi. Sinon, tu essayes plutôt de dire ok, il y a un talk show, il est imprenable, on va plutôt faire un jeu en face, on va plutôt faire un truc qui n'a rien à voir, et on va aller chercher l'audience qui n'est pas intéressée
par Popcorn, par exemple. Mais voilà, tu as des réflexions comme ça qui rentrent en jeu parce que, évidemment, tu n'as pas envie de t'auto-saboter et tu ne peux pas ignorer la concurrence. Bien sûr. Sur l'aspect salarié versus indépendant que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est une situation enviable pour un créateur ou une créatrice de contenu d'être salarié? Est-ce que c'est un modèle de salariat comme dans une boîte classique? Est-ce qu'il y a plus d'intéressement ou pas vis-à-vis par exemple des audiences, de tes performances? Parce qu'on est quand même très lié à l'image d'une personne. Enfin, tu vois, est-ce que c'est un contrat de salariat classique ou c'est différent? Comment ça marche? Tu recommanderais ça? Comment ça marche? C'est quoi les dessous? Bon, déjà, à l'époque, faut savoir que moi, quand j'ai accepté mon premier CDI dans ce métier, je fais mes études à Paris, je trouve un stage chez Eclipsia, et au bout de 6 mois de stage, le patron me dit « Bon, du coup, on va s'installer en Angleterre, vous venez. » Je fais « Comment ça, on vient C'est pas... Moi, je retourne faire mes études, en fait. Il fait « Mais non, les études, ça sert à rien. Les études, c'est fait pour trouver un job. Je te donne un job. Donc ça sert à rien, tu vois, Argument les bons imparable. sophismes. Voilà. Et j'étais là, je bégaye, tu vois. Et je fais oui, alors attends, parce qu'il y a un monde où tu me vires dans un an et où je me retrouve sans rien, donc tranquille. Bref. C'est en quelle année ça? Juste pour Ça, c'est en 2012. Et là, je creuse un peu, je me rends compte qu'en fait, je peux valider mon diplôme plus tard, donc je me dis, allez, je tente. À l'époque, des gens qui ont un CDI pour travailler dans une web TV... Vous êtes 10, quoi, dans le monde entier. Ouais, je pense que vraiment... mais peut-être même moins, quoi. Vraiment, c'est exceptionnel, ça n'existe pas, quoi. Bref, et donc on accepte, on fait ce truc-là, et en fait, oui, on se rend compte au fur et à mesure des années vraiment de la chance qu'on a, quoi. On le saisit quand même, ce truc, hein. On n'est pas complètement déconnecté. Tu dis on, c'est tous les créateurs de la première génération. Une bonne partie des créateurs d'Eclipsia, ouais, on s'est dit, on est parti en Angleterre pour que ça coûte moins cher aussi, hein. Mais voilà, on a cette chance-là. Aujourd'hui, est-ce que je te dirais, est-ce que c'est mieux d'être à ton compte ou est-ce que c'est mieux d'être en CDI? Je pense que c'est bien mieux d'être à ton compte. J'aurais toujours tendance aujourd'hui à dire aux gens, travaillez pour vous. Produisez pour vous. Et pourquoi? Parce que sur tes plus de 15 ans de carrière, du coup, tu en as quand même toujours la majorité qui a été... En fait, c'est cool parce qu'effectivement, salarié. Ça peut remplir un besoin. Ça peut te donner une stabilité financière dont tu as besoin. Mais du coup, tu restes dans un schéma où rien de ce que tu crées ne t'appartient. Aucune des décisions professionnelles ou très peu des décisions professionnelles que tu vas prendre sont les tiennes, ou en tout cas sont 100% les tiennes. Et en fait, quand c'est ton image qui est à l'antenne, ton image qui est en jeu, et du coup toute ta carrière, parce que quand tu construis ta carrière sur ce qu'on appelle le personal branding, en fait, le jour où ton image elle est impactée par les mauvais choix de quelqu'un d'autre dans la boîte, en fait, c'est toi qui vas en souffrir pendant des années. En fait. Donc, j'ai toujours plutôt tendance à dire, fais ton truc dans ton coin, et éventuellement, si tu dois travailler un jour pour une web TV ou quoi, en fait, fais tes programmes, et je pense que le schéma de la télé, il n'est pas comme ça pour rien, c'est vends tes programmes. Tu dis, en fait, moi, je produis ce programme-là, si vous voulez, vous m'achetez ce programme-là, et moi, je me débrouille pour le produire avec le budget que vous me donnez, et let's go. Et qui est toujours une forme Mais au moins, aussi, effectivement. C'est ton programme. Oui, il y a une forme un peu de salariat, parce que si la Web TV ne t'achète pas le programme, c'est ciao. Mais au moins, à l'intérieur de ce programme, tu es libre de faire ce que tu veux. En tout cas, beaucoup plus. Et à la limite, si ça ne plaît pas à la chaîne, elle peut ne pas te racheter l'émission. Mais au moins, tu signes un certain nombre d'émissions, et merci, au revoir. Et je pense que c'est peut-être mieux de fonctionner comme ça, parce que on reste dans des métiers créatifs, et c'est important d'avoir une certaine liberté créative. Et à partir du moment où tu es en CDI, tu as un boss, c'est lui le patron, ta liberté créative, elle est limitée. Si je joue l'avocat du diable et que je compare à la télévision, par exemple, les animateurs phares des chaînes de télé ou des émissions les plus regardées, c'est des gens qui sont en CDI, pas toujours, mais en tout cas parfois en CDI, et qui sont très bien payés quand ils le sont. Et c'est pour ça que je te posais un peu la question tout à l'heure. Évidemment que si tu es au SMIC ou tu vois un peu au-dessus versus la possibilité d'être indépendant, même si c'est moins stable, le ratio gain-risque est bien meilleur en étant indépendant. Mais est-ce qu'il y a un modèle qui fait que un CDI en Web TV est particulièrement intéressant, ou c'est juste... Je pense que c'est OK au début. Ouais. Pour démarrer, quoi. Si t'es personne, que tu as réussi un petit peu à faire parler de toi, mais que c'est galère de gagner de l'argent et que la Web TV est un moyen pour toi de financer ton départ dans ce métier, pourquoi pas? Je pense que c'est pas pour rien si pas mal d'animateurs télé
commencent en étant animateurs pour la chaîne, certes, ils sont bien payés, mais en même temps, ils sont très exposés. Donc ça reste un mais deal par perdant. contre, ça reste... Ça reste un deal perdant, tu penses? Ouais. Bah, À long terme. ils font en tout cas ce qu'on leur demande, de la manière qu'on leur demande, et peut-être que des fois, ils aimeraient faire les choses un peu différentes, mais frérot, t'es très bien payé, et par une chaîne télé, tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit. C'est pas pour rien que ces animateurs, souvent, au fil de leur carrière, en vieillissant, finissent par monter une boîte de prod, créer leur propre programme et finissent par vendre leur programme à la chaîne. Je sais pas, on peut citer C'est des quand même exemples, souvent le cas, quoi. Bah, je sais pas, on peut citer Nagui, on peut Cyril citer, Hanouna, voilà. ouais. Bon. Franchement, Beaucoup de gens, ouais. j'ai pas de stats comme ça, mais je pense que je prends peut-être au moins un tiers du PAF français, c'est des mecs qui font leur propre boîte de prod, où ils ont fini par le faire. Donc je pense qu'au début c'est ok. Dès que tu commences à avoir un peu les reins solides financièrement pour te dire je vais monter une boîte de prod, je vais salarier des techniciens, des graphistes, des motion designers, etc. Et on va commencer à monter nos propres programmes, je pense que c'est bien de le faire. Et c'est qu'il y a ça aussi, c'est qu'effectivement en net tu reçois peut-être moins que quand t'es indé, mais t'as aussi pas toutes les charges qui vont avec, là où aujourd'hui t'as une équipe, etc. On en parlera. Mais... c'est pas forcément parce que t'es indépendant que tu vas gagner plus. Peut-être, je te le souhaite, mais va probablement aussi y avoir des moments où ça va être très dur, beaucoup plus dur que quand tu étais salarié. Il y a une forme de confort dans le CDI, de dire moi, l'émission, elle marche pas, à la fin, j'ai mon salaire, je fais ce qu'on me dit, et du coup, je n'ai aucune décision à prendre. Il y a des gens à qui ça peut très bien convenir, et qui vont se retrouver là-dedans, et qui vont se sentir plus à l'aise, plus confort, et qui n'ont pas du tout envie d'avoir la pression sur les épaules d'être entrepreneur et de devoir payer des gens, etc. Je pense qu'en tout cas, si tu veux une totale liberté, ça va avec un certain nombre de contraintes qui est lié au fait d'entreprendre. Maintenant, là, moi, avec le recul, j'ai l'impression que cette liberté, elle vaut largement le prix qu'elle a, quoi. Après avoir passé du coup une décennie environ en CDI, maintenant ça fait 4 ans environ que t'es indé. Ça, j'ai fait 10 ans. Alors après, bon, c'est un peu particulier parce que moi j'ai eu la chance d'être en CDI, mais quand même d'avoir beaucoup de poids parce que j'étais très impliqué dans les petits vies dans lesquels j'étais. T'avais quand même une certaine liberté, quoi, en gros. Ouais. J'ai eu un peu le beurre, l'argent du beurre, mais ce sera rarement le cas des autres. C'est pour ça que je ne peux pas décemment vous dire si le CDI, c'est trop bien. Bien sûr. Ouais. Je pense que c'est bien si vous n'avez pas le choix. Si vous avez le choix, c'est pas le bon choix. Très clair. Sur le modèle économique que tu as aujourd'hui, du coup, donc voilà, depuis quelques années que tu es indépendant, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier lié à ta niche qui du coup est plus restreinte, on va dire, que quand on fait du divertissement plus mainstream? Comment ça marche aujourd'hui? Comment tu gagnes ta vie? Alors, le fonctionnement des web TV, c'est tu as ton salaire si tu es un CDI, ou alors tu fais des factures si tu es à ton compte, et on te paye en fonction des programmes que tu fais. Donc, souvent, ça va être en fonction du temps que ça te prend et en fonction de ta fame. On va essayer de trouver un équilibre sur ça. Mais ta fame ne va pas tant que ça impacter parce que nécessairement, vu les coûts, pour qu'une web TV fonctionne, il va falloir un petit peu lisser ça, et justement on va un peu se battre pour le groupe plus que pour les individualités, et donc que tu sois une giga star ou que tu sois un débutant, on va un peu lisser ça, et tu vas pas faire x15 de salaire parce que tu es connu. D'équité et de jalousie aussi. Ouais, voilà. Sinon ça va être très très compliqué. Mais aujourd'hui, donc ça c'est pour le format de web TV. Derrière, tu vas en plus de ça avoir des primes quand tu vas faire une OP. Donc là, imaginons, on anime ce podcast d'interview, ok, et d'un coup, il y a une sponsor, j'en sais rien, Red Bull, Doritos, ce que tu veux, on va mettre des paquets sur la table, et parce que ton image est associée à cette marque-là, tu vas toucher X% de ce qui a servi à financer l'émission. Voilà, ça c'est le modèle, et donc en général, ton salaire fixe, c'est ce qui va te permettre de bouffer, mais c'est pas la fête. Et les OP, c'est vraiment là où tu vas commencer à vraiment bien gagner ta vie et à commencer à être à l'aise. Donc c'est vraiment ça le game changer, hein, c'est les marques. Et c'est pour ça que vous en voyez autant sur les différentes chaînes. Là, moi, mon modèle, il est un peu celui-là, mais pas tout à fait, j'explique. Ce qu'on appellerait mon revenu de base, c'est ce que me payent Twitch et YouTube, et éventuellement un peu Insta et autres, mais
c'est insignifiant. Toi, aujourd'hui, on l'a pas dit au début, mais tu te définis comme streamer ou comme youtubeur? Ou tu t'investis à la même Vraiment hauteur pile sur les entre deux? les deux. Ok. Donc t'es Vraiment créateur pile et entre les deux, mais ce qui me... Ouais, je suis vraiment pile entre les deux. Ouais. C'est vraiment 50-50. Un gros ADN Même en Twitch, mais termes tu de t'investis revenus. beaucoup sur YouTube aussi, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et en revenus aussi, ok. Donc, Bah, en fait, je fais plus de vues sur YouTube, mais le fait d'être quand même le plus gros sur Twitch, ça me permet de toucher une audience qui est quand même différente et qui intéresse les annonceurs. Donc, il y a des fois des gens qui viennent me voir parce qu'ils veulent spécifiquement communiquer sur Twitch. Et donc, même si je fais plus de vues sur YouTube, c'est mon aspect Twitch qui les intéresse. Donc, compris. voilà. Donc du coup, tu as les revenus programmatiques, on va dire. Ça, c'est pareil. Si je peux donner vraiment un conseil aux gens qui nous regardent, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Aujourd'hui, être créateur de contenu, c'est créer du contenu et l'amener devant les yeux des gens, peu importe où ils sont. C'est pas aux gens de se dire bon bah moi je suis plutôt un gars qui est sur Instagram. Ah mais pour voir cette personne, je dois aller sur YouTube. Non. C'est à vous d'aller à votre public. Et donc il faut multiplier les canaux. Après les formats sont pas les mêmes. Peut-être qu'effectivement tu as un truc un peu court sur Insta qui va donner envie à la personne d'aller te voir sur YouTube. Mais en tout cas, il faut que tes accroches elles soient absolument partout. Il faut aller chercher les gens là où ils sont. C'est pas à eux de venir à toi. Donc ça c'était... Je ferme la parenthèse sur ça. Mais voilà, il faut être conscient qu'aujourd'hui, être créateur de contenu, tu peux pas dire je suis youtubeur, point. C'est très rare. Ouais, ça marche beaucoup moins. T'es youtubeur, t'as aussi une chaîne Insta où tu mets des extraits de tes contenus, t'es sur TikTok, t'es sur Snap, t'es sur Facebook, t'es partout parce qu'en fait, si tu veux faire grossir ton audience, ça passe par là, sinon tu te renouvelles jamais en fait. En plus d'être un gros risque de dépendance effectivement à une seule plateforme où ta chaîne elle saute ou ton compte saute, t'es mort. Exactement. Donc voilà. Voilà pour la parenthèse. Donc moi en termes de revenus, je peux expliquer un petit peu comment ça marche. J'ai des revenus générés par YouTube, par les publicités. J'abuse pas sur les publicités. Quand tu laisses les pubs automatiques de YouTube, tu te fais insulter dans les commentaires et à raison. Tu regardes les publicités automatiques proposées par YouTube, mais c'est vraiment, il y en a une toutes les 2 minutes. Quand tu fais moi, je fais des vidéos de 2 heures, même parfois plus. T'imagines une pub toutes les 3 minutes. Tu te fais défoncer, c'est normal. Moi, j'essaie de mettre une pub toutes les 20 minutes. Je trouve que sur un contenu de 2 heures ou plus, c'est pas abusé, quoi. Donc voilà, j'essaie de faire ça. YouTube, je peux dire les revenus, ça me dérange pas. Ça me rapporte à peu près en fonction des mois, on va dire entre 1000 et 3000. Mais c'est très fluctuant. Ça, j'en touche à peu près 0, puisqu'en réalité, c'est ce qui va payer tous les graphistes qui travaillent sur la chaîne. Tes frais fixes un peu. Donc voilà, tout ce qui est miniaturiste, motion designer, etc., ça passe là-dedans. Donc en fait, les revenus YouTube, c'est juste ce qui me sert à faire en sorte que les émissions soient jolies. Et en fait, avoir une belle miniature sur YouTube, c'est con, hein, mais tu te dis, c'est important d'avoir une belle miniature sur YouTube pour que les gens cliquent. Et en même temps, tout l'argent que ça va rapporter, ça va aller dans la poche du mec qui fait que la miniature est jolie, etc. Donc, mais la chaîne s'autofinance. La chaîne s'autofinance, mais en même temps, moi, ce qui compte, c'est qu'il y ait des gens qui nous regardent. Et en fait, ce que je vais derrière monétiser, c'est mon audience que je monétise. Et là, en fait, la pub sur YouTube sert juste à payer le fonctionnement de la chaîne. Voilà. Twitch, c'est à peu près pareil. Et donc, c'est pareil. Dès que je vais faire des déplacements, des événements, des trucs où je dois défrayer des gens ou payer des logements ou de la bouffe ou des trucs comme ça, je vais taper là-dedans, en fait. Donc globalement, c'est les subs, parce que la pub sur Twitch, il y en a, mais il y a un peu de pub, ça rapporte peut-être, je sais pas, je pense que j'ai 1000 euros de sub, 500 balles de pub, un truc comme ça à peu près. Donc pareil, c'est pas la fête, mais donc tu te dis dis-moi, les deux mis côte à côte, ça fait quand même, je sais pas, entre 2000 et 4000 en fonction des mois. Tu te dis pas mal. Pas mal, mais en fait, une fois que tu as payé tout ce que tu as à payer, en fait, il t'en reste que la moitié. Et puis, tu donnes ça à tous ceux qui permettent de faire tourner la chaîne. Il reste absolument plus rien. Donc, en fait... Donc, il faut les OP, quoi. Ouais. C'est ce qui fait tourner la chaîne. Derrière, c'est comment tu fais pour bouffer. Et là, il faut essayer de réfléchir en fonction de ton activité. Moi, là, je vais parler de la mienne, mais en fonction de la vôtre, il faut essayer de se dire, OK, quels sont tous les acteurs qui entrent dans ce marché ? Donc moi, par exemple, je suis dans les jeux de société. OK, il y a les éditeurs de jeux. Il y a les magasins de jeux. Il y a ceux qui fabriquent des accessoires, soit pour mieux ranger tes jeux, soit pour faire des tables un peu stylées sur lesquelles tu joues.
Nous, on joue beaucoup avec des cartes. Il faut protéger les cartes avec des protège-cartes, des sleeves. OK, qui sont les fabricants de ces accessoires, etc. Et en fait, tu vas aller contacter tous les gens qui rentrent dans cet écosystème. Et en fait, tu trouves un moyen de les mettre en avant. En général, ça passe par une certaine forme d'exclusivité. Si tu parles d'une marque de protège-cartes, bah, tu ne vas pas parler d'une autre. Il y a un moment donné, que ce soit pour cette marque ou même pour le public qui te regarde, il faut une certaine forme de cohérence. Donc bah, là, tu fais tes choix. Idéalement, tu commences par prendre ceux que tu préfères. Puis tu dis, bah, j'adorerais travailler avec vous, est-ce que c'est possible? Voilà mes chiffres, je fais telle audience, etc. Et là, il faut toujours réfléchir de la bonne manière. Vraiment, j'ai vu énormément de créateurs qui ont un peu ce côté, parce qu'ils voient faire d'autres créateurs, ils se disent, ah, c'est comme ça que ça marche. Ils vont voir des marques. Salut, je suis telle personne, je fais tel contenu, envoyez-moi vos produits. En quel honneur? Vends-moi ton projet. Qu'est-ce que toi, tu m'apportes? Donc en fait, c'est pas comme ça qu'il faut l'apporter. C'est bonjour, je fais tel type de contenu, ça génère telle audience, donne des chiffres précis et moi, je donne même des chiffres plutôt pessimistes, de sorte à ce que s'il y a décide de travailler avec moi, il sera jamais déçu. Il aura Il plutôt sera une même bonne surprise. plutôt bonne surprise. Il voudra renouveler, quoi. Et il aura envie de renouveler. Je vais plutôt chercher des partenariats qui vont durer dans le temps pour créer une certaine stabilité que de dire ah, je vais braquer un mec, je vais lui prendre 20 000 au lieu de 2 000 et plus jamais il retravaillera avec moi. Super, tu vas faire ça 2, 3, 4 fois et puis après le bruit va courir très vite que tu es une fraude. Surtout quand tu es dans une niche, les gens se parlent, quoi. C'est vraiment le pire call. Il vaut mieux prendre moins et longtemps. Enfin, en tout cas, c'est mon call. Faites bien ce que vous voulez. Et donc, la manière de penser ça, c'est de se dire, d'abord, parce que c'est toi qui viens le voir. En fait, c'est toujours comme ça que ça se passe une négociation. Si tu as quelqu'un qui vient te voir, tu peux avoir ce truc de, d'accord, bah, dis-moi ce que tu m'apportes et je verrai si ça m'intéresse. Si c'est toi qui vas voir l'autre, le schéma s'inverse. D'abord, qu'est-ce que moi je peux vous apporter? Donc, qu'est-ce que je fais? Quelle audience? Et de quelle manière je vais vous mettre en avant? Une fois que tu lui donnes ça, de quoi j'ai besoin? Tu lui dis pas juste que pouvez-vous faire pour moi? Ou que pouvez-vous me donner? Ou machin. Non. Donne-lui un besoin précis. Je fais tel truc, j'ai besoin de, je dis n'importe quoi, j'ai besoin de 20 000 protège-cartes parce qu'on va construire tant de decks de cartes à l'année, j'ai besoin de les protéger. Tu lui donnes un besoin précis, logique, tu lui dis Cohérent. pas envoie-moi des trucs et je verrai. Faut un truc cohérent. C'est un besoin qui a du sens. Et donc Et en fait, il marche. faut raconter une histoire. C'est très important, effectivement, de bien vendre le projet, comme dans tous les métiers. Est-ce que tu as un agent, toi, aujourd'hui, ou tu le fais toi-même? Est-ce que tu conseilles, quand on se lance en indé, par exemple, J'ai essayé de d'avoir un contacter agent. soi-même? J'ai essayé d'avoir un Voilà. agent et ça se passe malheureusement souvent mal. Mais j'en veux pas spécifiquement aux agents. J'explique. Je pense que c'est cool d'avoir un agent quand tu atteins une certaine taille. Vraiment, quand tu es assez gros et que l'agent il a vraiment un intérêt à te vendre parce qu'il se dit ok, lui, je peux le vendre à peu près à tel prix pour telle marque. Je sais que je vais prendre, je sais pas, en fonction des agents, 10, 20%, je sais pas. Et donc, je sais que je vais pouvoir générer tant de revenus. J'en veux pas à l'agent, c'est logique. Lui, il se pose ces questions-là pour ses revenus à lui. Quand t'es pas assez gros, il se dit, je vais passer beaucoup de temps pour le vendre pas très cher, et moi, derrière, je prends pas grand-chose. Et du coup, tu te retrouves dans un schéma où tu es souvent déçu parce que le gars arrive pas forcément à te vendre aussi bien que toi, tu ne te vendrais. Et donc, dans ce cas-là, quand tu es... Plus, il prend une commission. Donc Et en plus, il prend une commission. Donc, en fait, j'ai tendance à penser que tant que vous n'avez pas atteint une certaine taille, c'est compliqué de passer par un agent. Je pense que c'est mieux de le faire vous-même. Oui, peut-être que c'est aussi lié, enfin, désolé, je parle beaucoup de ça, mais je pense que c'est intéressant, lié au fait que tu es dans une niche très précise, qui fait que t'as pas non plus 10 000 interlocuteurs possibles, donc t'as plus intérêt, enfin, en gros, t'as pas le souci d'avoir potentiellement 10 000 mails de marques qui ont absolument rien à voir entre elles, avec des intérêts très différents, etc. T'es dans un truc très spécifique où tu sais où tu vas, t'as pas 10 000 schémas différents. C'est ça, je sais où je vais, j'ai déjà les contacts, je suis déjà en deal avec eux, j'ai pas vraiment besoin quand même de mâcher le travail. Là où peut-être moi j'avais déjà tenté le truc, c'est de dire, tiens là je vais lancer un format qui a rien à voir avec le jeu de sauce. Et là je l'ai mis un peu dans les mains d'agents en disant, j'ai pas le temps de m'occuper de monétiser ce truc-là. C'est ça qui est chronophage. Ouais. Si vous pouvez le faire, let's go. Et en fait, le problème c'est, encore une fois, tu dis, je suis en train de lancer un nouveau truc qui n'existe pas trop, qui n'a
pas encore trop son audience, bah ça marche pas forcément très bien. En tout cas, pour moi, ça a pas très bien fonctionné. Donc, pour qu'un agent, ça marche bien, il faut vraiment qu'il ait un fort intérêt à te vendre. Donc, si vous n'arrivez pas à créer ce fort intérêt-là, vous risquez d'être déçu. Tu pourrais me donner des chiffres globalement, soit en proportion, en pourcentage, soit en ordre de grandeur mensuellement, par exemple, ce que ça représente par canal de revenus. Donc tu m'as dit que tu avais les revenus un peu fixes de Twitch et YouTube. Voilà, ça fait entre 3 et 5 000, on va dire, par mois, on va dire en moyenne, quelque chose comme ça, 2 et 5. À rapporter au nombre de vues qu'on fait, hein. On n'est pas une chaîne énormissime, hein. Il y a plein de youtubeurs qui font beaucoup plus de vues que nous et qui peut-être gagnent mieux. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font plus de vues que nous et qui gagnent moins parce qu'ils sont pas dans une niche et que bah, du coup, entre guillemets, moi, ma niche a un peu besoin de nous pour communiquer sur leur jeu. Là où des fois, par exemple, dans l'humour, c'est très dur de vendre son boulot parce qu'en fait, il y a plein de gens qui font de l'humour et en fait, tu parles à la fois à tout le monde mais à la fois à personne. Et du coup, j'en sais rien. C'est les RPM les plus bas. Hein. Ouais, voilà, le gars qui vend des échelles, il est en mode bah ouais, tu peux faire une blague sur mes échelles, mais Mais ça, c'est pour les OP. Je veux dire, je vais avoir une transformation très basse, quoi. Ouais. Ça, c'est très vrai pour les OP. Plus t'es niché, plus le CPM est Augmente. élevé auprès des marques. Et c'est aussi vrai sur le RPM programmatique, donc de AdSense sur YouTube et la pub sur Twitch, etc. Enfin, Twitch, je connais moins, mais je sais que sur YouTube, Plus c'est c'est ciblé, déjà plus très, c'est très cher. variable. Voilà. Tu sais ce que c'est la top niche sur YouTube ou pas? En La termes top niche sur YouTube, en termes de RPM. T'as un petit sourire qui me fait savoir que toi, tu sais. Oui. La top niche, C'est l'anecdote du plaisir, ça sert à rien, mais c'est la petite parenthèse. bah, j'ai l'impression que les enfants, c'est trop fort. Enfin, vendre des jouets. J'aurais dit des jouets, des trucs comme ça. C'est tout ce qui est assurance et fintech de manière générale. Tu fais une chaîne sur comparatif d'assurance, je sais pas, international ou pour le voyage, etc. Tu prends des placements d'assurance. Mais sur le AdSense, c'est ce qui paye le plus. Donc assurance et fintech, donc sujet financier de manière générale. Parce que c'est que la les banques niche sur et- laquelle ouais. où eux, ils mettent beaucoup de moyens Ça. de pub sur les Ça, c'est réseaux. via AdSense. Et de manière générale, pour les OP aussi, c'est quand même dans la niche qui paye le mieux. Voilà. Donc c'est les trucs genre Finari, tous ces trucs-là. Ouais, Conto, enfin n'importe quelle banque en ligne, les trucs de crypto, les trucs d'assurance, enfin, voilà, dès que ça touche aux thunes, globalement. Intéressant. Voilà, c'était la petite anecdote. Allez, je lance une nouvelle chaîne. c'est parti. Mais donc c'est intéressant, moi j'aimerais bien, si tu arrives à me donner des chiffres un peu ou des ordres de grandeur, mais pour justement mettre en relation un peu le nombre de vues moyens que tu fais et les revenus moyens pour montrer que, en fait, être dans une niche justement et être bankable dans sa niche, être numéro 1 comme tu l'es toi, ça permet largement de pouvoir vivre en indé et de pouvoir monter ses projets. Nous, Là où fait, potentiellement il y a plein de gens qui font des millions de vues sur TikTok et qui gagnent que dalle, quoi. on fait 3 millions de vues par an sur YouTube. Voilà. Je peux pas être plus. En fait, ça n'a pas trop de sens de te donner des vues par mois parce que c'est très fluctuant. Par vidéo, ça n'a aucun sens. J'ai vraiment des vidéos, sans déconner, hein, qui font 1000 vues et des vidéos qui font 100 000. Donc, Bien sûr. Toi, t'es dans un truc où tu regardes à l'année, tu m'avais dit. Ouais, voilà, moi je regarde plutôt à l'année, je lise, je fais une moyenne parce qu'il y a aussi, comme on parle un peu tout le temps du même sujet, on crée une communauté de gens qui vont revenir d'eux-mêmes régulièrement pour voir, on leur sert un peu d'actualité. Tu sais, c'est pas, Et de la c'est pas, récurrence. je vais regarder des fois, je vais regarder cette nouvelle vidéo juste parce que je sais que je vais rigoler. Il y a aussi des fois, ils checkent sur la chaîne pour dire c'est quoi les derniers jeux sortis. Et donc, on sert un peu de journal aussi. Donc, tu construis ce truc-là, et ça se construit au fil des vidéos, au fil des mois, au fil des années. Donc, parler de stats d'une vidéo, malheureusement, c'est pas du tout parlant et honnête pour la chaîne. Donc, je pense qu'il faut lisser à l'année. Et donc, oui, on a fait 1 million, puis 2 millions, puis 3 millions. Cette année, je serais pas surpris qu'on explose les chiffres et qu'on fasse... Je pense que cette année, on va largement péter les 6 millions. Ah oui, ouais, c'est... Parce qu'en fait, j'ai appuyé sur le bouton on fait du contenu vertical. On n'en faisait pas avant. Avant, je faisais Twitch, YouTube. Maintenant, je fais Twitch, YouTube, Insta, TikTok. T'as commencé à appliquer le conseil que tu donnais avant, effectivement, d'être présent partout, quoi. Ouais. J'ai essayé d'être présent partout, mais j'aime pas le contenu. En fait, je vous dis, j'aime pas le contenu vertical. Je trouve que c'est souvent trop court, trop pauvre, trop monté. J'ai besoin de temps pour raconter des choses. Sauf que nous, on fait le jeu de société. Je peux pas t'expliquer les règles en 1 minute. Je peux te dire c'est quoi le pitch du jeu, je peux essayer de te donner envie, mais à la fin, tu sais rien du jeu, en fait. Et donc, j'aime pas trop ces formats-là. Pour moi, c'est des formats qui sont parfaits pour faire de l'humour, pour faire des sketchs, ou pour faire un teaser, pour donner envie. On essaie de trouver des formats. Ma monteuse se défonce pour essayer de mettre des passages un peu marquants, des émissions un peu drôles qui donnent envie d'aller voir l'émission complète, ou faire des versions hyper montées. Pareil,
pour te dire, l'ensemble de l'émission avait l'air marrant, je vais aller voir le truc final. C'est difficile dans notre milieu, mais franchement, ça fonctionne plutôt bien. Et les vues sont débiles, en fait. Je fais des milliers de vues avec ces contenus verticaux. Ça n'a pas le même poids, parce qu'en fait, 3 millions sur YouTube, juste sur YouTube, je sais plus combien de millions sur Twitch. En fait, sur Twitch, l'engagement, il est énorme. Les gens qui me regardent en live parler d'un jeu, les probabilités de chance qu'ils achètent le jeu, elles sont assez élevées. Pourtant, je fais moins de vues que sur YouTube, où là, les probabilités sont élevées, mais plus basses que sur Twitch. Et je fais moins de vues que sur les formats verticaux, où là, les vues sont débiles, les probabilités que les gens achètent le jeu sont très faibles. Une marque préférera toujours financer une OP chère, entre guillemets, à 1000 viewers sur Twitch, ou même à 500, que l'équivalent sur YouTube, et encore plus... Et bah, ça dépend des marques. Ah ouais ? Bah, il y en a, en fait, qui vont plutôt acheter... le awareness, quoi. Ouais, le fait d'être visible. Ouais. Donc, ils vont plutôt, effectivement, acheter de la notoriété et vont plutôt prendre du chiffre. Là où il y en a, ils veulent du ROI, quoi. Retour sur investissement, je vais te donner X, il faut que tu vendes au moins tant de boîtes. Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent, qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites, via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients, et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. Pour clôturer justement sur ce sujet, en type de canaux, donc tu as les revenus publicitaires, comme on disait, de canaux de Twitch, tu as les subs sur Twitch, tu as les OP directs, donc soit pour de la notoriété, comme on disait, donc là tu vas activer les verticaux, etc. Soit sur de la conversion, là ça va être Twitch. Et est-ce que tu as aussi d'autres choses ? Tu fais de la prod ? Tu as les partenariats, alors il y a des interventions, des events. Tu as des partenariats un peu fixes. Typiquement, je travaille avec des boutiques, avec des accessoiristes, etc. Et eux, j'ai pas une commission sur les ventes. J'aime pas ça parce que en fait, je paye des gens, donc j'ai besoin aussi d'un petit peu de stabilité. Et donc, là, j'ai des revenus fixes où tous les mois, ça me paye X et du coup, je fais la pub pour des deals à l'année que tu passes avec. C'est des deals à l'année. Ça, c'est cool parce que ça m'apporte un petit peu de stabilité et ça me permet de pouvoir dire OK, je sais que là, j'aurai pas de surprise. Dans les 9 mois à venir, je peux continuer à payer les gens, il n'y a pas de souci. Et donc, je peux commencer à prendre des risques, investir sur des trucs, etc., quoi. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Oui, je fais un petit peu de prod, mais c'est à la marge par rapport à ce qu'on fait le reste du temps. En fait, j'ai monté un système où j'ai une espèce de studio télé transportable. C'est-à-dire que globalement, ça tient dans ma voiture, qui n'est pas un Kangoo, hein, c'est vraiment une voiture berline classique. Et juste en mettant des trucs dans le coffre, en déployant ça, j'ai un truc qui ressemble peu ou prou un peu à ce que tu as là. Donc, ça veut dire un studio avec 7 caméras, deux studios différents qui peuvent communiquer l'un l'autre, donc 2 régies, quoi. Entre 4 et 6 micros, les tables de son qui vont avec, et tout le câblage nécessaire et réseau. Et donc je dégueule ça, et d'un coup on peut produire, en fait c'est fait pour produire des casts de jeux de cartes. Donc en fait on va à un endroit où ils organisent un gros tournoi de jeux de cartes, donc Magic, Yu-Gi-Oh, etc. Imaginez des jeux comme ça, quoi. Par exemple, là, on l'a fait il n'y a pas longtemps sur Lorcana, qui est le jeu de cartes de Disney. On déploie le truc sur place, et en fait, il y a les joueurs qui sont à part dans le silence, avec un casque sur les oreilles qui communiquent entre eux. On capture tout ce qu'on peut, visage, leurs mains, le plateau où ils sont en train de jouer. La POV, quoi. La POV. Ouais. Derrière ça, tout est rediffusé, enfin, tout est ramené dans un autre endroit qui est la régie, où là, j'ai les 2 commentateurs qui sont à part, qui ont une caméra sur eux. Et donc, là, ça fait vraiment un cast. Imaginez le cast des Worlds de League of Legends, quoi. T'as la partie gameplay, où là, t'entends que les casters et tu vois le gameplay. Et t'as entre les games, où t'as les casters qui parlent, qui meublent, qui expliquent un petit peu ce qui va se passer. Et j'arrive à déployer tout ça avec un setup qui tient littéralement dans 3 sacs à dos et 2 petites valises, quoi. C'est génial, là où en plus potentiellement tu arrives à le vendre pour ce que ça vaut, c'est-à-dire un truc assez huge en réalité, vu le setup que tu décris, la préparation que ça demande. Visuellement, donc ça c'est de la pure prod. Quand tu le regardes sur place, ça a pas de gueule, ça a l'air d'être un truc qui tient avec 2 chewing-gums. 3 ficelles. Mais
À l'image, c'est hyper carré. Et ça, C'est tout ce qu'on veut. Bah oui. mais ça, c'est ma formation de Web TV. Dans les Web TV, tu fais beaucoup avec peu de moyens, souvent. Et donc, j'ai vraiment appris toute ma vie à faire beaucoup avec peu. Et donc, j'ai un peu, j'ai ça dans le sang, quoi. Je continue à faire ça tout le temps. Et donc, je suis tout le temps dans l'économie de pourquoi acheter une caméra de fou malade alors que 99% des gens ne verront pas la diff entre cette petite webcam, si je l'utilise correctement, et cet énorme réflexe avec un objectif de fou malade, qui en plus va me déclencher tout un tas d'autres problématiques de câblage, de cascade. combien je peux en mettre, etc. Alors qu'en fait, avec ça, je vais carrément moins m'emmerder. En fait, j'essaie toujours de trouver pile le juste milieu entre ce que ça coûte, ce que ça rend à l'image, ce que je peux en faire. Et en fait, avec les années, j'ai réussi à trouver une formule qui est un peu... c'est vraiment un cheat code. Et je la donne pas trop, la formule, parce qu'en vrai, même si là, je vous ai décrit un peu ce que je faisais avec, je vous le dis, vous allez galérer à faire la même chose. Parce qu'il y a des... Trop de subtilité. Ouais. Il y a des subtilités, il y a des incompatibilités matérielles que j'ai découvert moi avec le temps, parce que j'ai toujours mis les mains dans le cambouis. J'ai toujours été homme à tout faire. Et donc, au-delà d'être animateur, j'ai beaucoup été technicien aussi. Et donc, maintenant, je connais les trucs qui marchent pas. Et je suis en mode, bon courage, vous allez mettre quelques années à trouver le truc. T'as fait un setup full custom. De toute façon, ça aurait été, je pense, trop deep et technique. Et surtout, c'est très adapté à ta config à toi. Exactement. De l'être à tout le monde. Quoi, donc. J'essaie de le garder aussi intéressant. parce que je pense qu'une partie des choses qui font que les gens aiment nous regarder sur la chaîne Joueurs du Dimanche, c'est une certaine qualité technique que les autres n'ont pas totalement ou pas tous. Et le plus tard ils l'ont, le mieux c'est pour moi. Et dès que je vois que ça s'améliore un peu en face, je remonte le niveau chez moi. Donc cette année, normalement, on est censé passer en 4K, par exemple. Trop bien. Ouais, tu gardes un coup d'avance ou deux tout le temps. Le but, en fait, c'est que les concurrents, quand ils nous regardent, ils disent « Ah, les bâtards !» Ils ont upgrade encore. Voilà, et je suis en mode « Eh ouais. » Trop bien. Merci, c'était hyper intéressant et je voulais vraiment qu'on parle de cet aspect niche parce que c'est un peu la question... Enfin, il y a plein de doutes quand on crée du contenu, etc. Moi, le premier, même si ce n'est qu'un humble podcast, mais tu vois, il y a toujours cette question de est-ce qu'on fait un truc un peu mainstream ou est-ce qu'on fait quelque chose de niché où on va parler comme des autistes tu vois, de création de contenu comme on le fait là. Et en fait, je pense qu'il faut choisir, être en capacité de choisir. Et tu vois, je sais que c'est pas forcément facile pour toutes les niches. Donc, de ce que je comprends, donc toi, là, sur le game des jeux de société, il y a quand même des acteurs qui sont présents, qui sont prêts à collaborer, etc. Mais j'ai reçu ici un créateur qui s'appelle Clément Lallemand, qui est très fort dans ce qu'il fait, hyper cinématographique dans sa niche. Alors, vu que tu fais de la moto, tu vas peut-être retrouver, mais c'est même pas la motocross, donc c'est pas la moto, c'est même pas la motocross, c'est la moto-aventure, je crois. Le mec fait des voyages. Des trails de fou, ok. Exactement. Ouais, c'est très, très et spécifique. Voilà la taille de la niche, tu vois. C'est-à-dire que le mec est big comparé à la taille de la niche, et c'est trop stylé en plus ce qu'il fait comme contenu et tout, mais juste, c'est des marques. Il y a 3 marques, je dis n'importe quoi, mais c'était un moment qu'on a tourné, mais je veux dire, tu vois, il a du mal, il arrive à avoir de la dotation un peu. C'est pareil, les marques de casques, de trucs. Il va chercher sur les marques les accessoiristes, donc les marques de casques, de vêtements, etc. Il va probablement aller voir sur les fabricants de motos. C'est ça, mais c'est difficile. Là où en plus, lui, il fait que du short. De la moto. Il fait que du vertical, donc c'est beaucoup de notoriété, mais donc c'est des marques qui n'ont pas forcément envie de ça, parce que justement, c'est ultra niché. Donc, tu vois, pour un créateur comme ça, est-ce qu'il vaut mieux qu'il se lance sur YouTube Twitch, ça me semble compliqué, sur un game comme le sien. Enfin, tu vois, voilà. En gros, ça veut dire que ça dépend de la niche. Il y a quand même un truc. C'est intéressant. Tu vois, c'est intéressant cette discussion, et je pense que quoi qu'il arrive, il faut quand même garder un truc à l'esprit. Être créateur de contenu, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est éreintant, mentalement, et parfois physiquement. Et parce que tu es tout le temps au travail. Tu penses constamment à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais créer, c'est quoi la vidéo de demain, c'est quoi machin. Tu es tout le temps dans ce truc-là. Donc c'est vraiment épuisant. Et si vous ne le faites pas un minimum par passion, vous ne durerez pas dans le temps. Tu me disais en préambule comment on fait pour durer autant de temps. J'ai toujours fait des trucs qui me faisaient kiffer. Moi, ça fait 15 ans que je rigole tous les jours. Ça fait 15 ans que je prends du plaisir dans ce que je fais. C'est arrivé pendant quelques mois que je fasse quelque chose que j'aimais pas. Ça m'a rendu malheureux, j'ai arrêté direct. Et pourtant, c'était probablement quelque chose qui m'aurait rapporté beaucoup plus d'argent. Mais il y a un moment donné où l'argent... J'avais la discussion hier avec quelqu'un, justement, sur ce sujet. C'était hyper intéressant. Je parlais d'argent, je parlais d'un partenariat avec une marque. Et je disais, moi, je suis quelqu'un de plutôt loyal. Donc, il n'y a pas de raison que je m'en aille quand ça se passe bien avec une marque. À part si on me fait une offre que je ne peux pas refuser. Sous-entendu, pas on me paye un peu plus, mais on me paye beaucoup plus. Et là, il me dit, ouais, ok, donc pour l'argent, tu changes, quoi. Et je fais, ah non.
Parce que là, tu simplifies un peu le truc. Je dis l'argent, c'est pas une finalité. Mon but dans la vie, c'est pas de gagner plus d'argent. Moi, actuellement, je me considère déjà comme étant riche et je ne gagne pas énormément d'argent. Alors, il y a plein de gens qui pourraient dire mais tu gagnes quand même très bien ta vie. Oui, d'accord. Mais je veux dire, je pourrais tomber dans cette boulimie de je veux toujours plus. Tu pourrais aller chercher beaucoup plus. Moi, j'ai toujours dit dans ma vie, et en fait, plus je vieillis, plus je suis d'accord avec moi-même. Peut-être un jour je changerai d'avis. Que être riche, c'est pas une somme fixe. C'est pas tu gagnes 4 000 euros par mois, t'es riche. Pour moi, être riche, c'est pouvoir aller faire tes courses et pas regarder le prix de ce que tu achètes, quel que soit le poids de l'inflation. Je suis d'accord. Ne pas subir ça, dire j'ai besoin d'aller faire tel truc, je reçois des amis, je vais leur faire un super plateau de fruits de mer, machin. Tu vas au supermarché, tu vas où tu veux, tu vas chez ton boucher, machin. Et juste tu prends ce que tu as envie de prendre, qui sont des produits de première nécessité. De la nourriture, des boissons, des trucs comme ça. Et tu regardes pas le prix, juste tu te fais plaisir. Pour moi, ça, c'est être riche. Et je pense que c'est le cas de très peu de Français. Donc, c'est déjà une chance énorme. Pour moi, tant que je suis dans ce truc-là, de dire je peux acheter à peu près ce que je veux pour vivre, et j'ai pas besoin de m'inquiéter de combien ça coûte, c'est déjà une chance de fou. Donc, je cherche pas à m'enrichir beaucoup plus que ça. Peut-être une erreur, mais en tout cas, moi, mon bonheur se trouve à peu près là. Par contre, ce qui va me rendre heureux, maintenant, la prochaine étape, c'est de réussir à apporter ça à d'autres. Donc si j'arrive à faire en sorte que mes collaborateurs puissent gagner autant que moi, à faire en sorte que je puisse embaucher plus de monde, à faire en sorte que je puisse donner vie à mes ambitions, à faire grossir ma boîte, à faire en sorte que mon studio il soit plus dans mon sous-sol, mais dans un lieu à part où j'ai des vrais studios, où mes collègues peuvent peut-être aller y travailler sans forcément que moi j'y sois. C'est plus ces trucs-là. Et donc, le fait de dire « Ah oui, donc quand tu vas gagner plus d'argent, tu vas partir. » Non. Quand quelque chose va me permettre de donner vie à mes ambitions et me permettre de mieux payer les autres et me permettre d'embaucher plus de monde, alors oui, peut-être que je vais changer. Un objectif de moyen sur ton activité, le but, qui est ta passion aussi. Et donc, le but, c'est pas pour moi. Le but, c'est « Ah, ça va me permettre de faire grandir le truc que je suis en train de construire. » C'est plus comme ça que je le vois. Et donc, je trouve que le réduire à « Ah oui, tu vas juste gagner plus d'argent », c'est vraiment super réducteur par rapport à ce que je vais en faire de cet argent. Ce qui compte, c'est pas combien tu gagnes, c'est qu'est-ce que tu en fais, en fait. Bien sûr, puis de toute façon, il n'y a pas de honte à avoir. Enfin, il faut aussi gagner sa vie, comme tu l'as dit. Mais je suis d'accord avec le fait qu'il y a un plateau. Enfin, le plus. Tu sais, il y a une étude scientifique, je sais pas si tu as la ref, qui explique qu'en gros, jusqu'à 75 000 dollars, en fait, l'argent fait plus ou moins le bonheur parce que en dessous de 75 000, dès que tu gagnes plus, en fait, tu vois vraiment l'impact dans ta vie, notamment sur les courses, etc. Mais après, au-dessus, dès que tu dépasses les 100 000 dollars par an, en fait, c'est hyper marginal, voire ça peut descendre. Parce qu'il y a de l'isolation, des impacts, etc. Ça a été débunk, refait, machin, enfin bref. Mais j'avais lu ce truc, je suis assez d'accord en tout cas. C'est pour ça que ma manière de l'amener, c'est de dire il faut pouvoir acheter à peu près ce que tu veux sans poser la question. Lieu et tout, Parce qu'en fait, ça dépend d'où tu vis, ça dépend de l'inflation. Et en fait, cette étude, si elle est sortie à 5 ans, aujourd'hui, elle n'a plus aucun sens. Les prix ont doublé. Ouais, elle a été. Enfin, oui, c'est ça. Il faut la mettre à jour constamment. Donc je trouve que c'est plus juste de parler d'habitude de consommation plus que de somme fixe. Cyrus North qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet aussi, mais bref. En tout cas, je suis d'accord que c'est le seuil dans la vie de tous les jours où tu es vraiment en mode ouais, j'ai fini le jeu. De pouvoir te dire on va au resto, ouais, go. Ouais, exactement. Et de pas la bouffe. te dire attends, faut que je regarde combien il me reste sur mon compte. Pour acheter du saumon, quoi. Mais ça, c'est être riche en fait. Dire je vais au resto quand je veux, c'est ça être riche. Exactement. Pour moi en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est encore possible de se lancer sur Twitch aujourd'hui ? Je reboucle avec un truc que tu disais avant, mais par exemple, tu lances pas un talk show en face de Popcorn. Je sais qu'à un moment, il y avait un moment où la grille était compliquée avec, je sais qu'il y avait Gotagal lundi, le mardi, il y avait Popcorn, etc. Enfin, en gros, est-ce qu'aujourd'hui c'est saturé ou est-ce que sur Twitch spécifiquement, c'est encore possible de se lancer ? Parce que c'est très différent quand même des autres plateformes où il y a une distribution algorithmique, tu l'as dit, sur les formats verticaux. YouTube, ça marche encore bien, il peut pouvoir pousser les vidéos, il y a moins de guerre d'attention. Alors que Twitch, c'est plus un jeu à somme nulle sur l'attention des gens. Et il y a quand même beaucoup de gros acteurs établis. Est-ce que c'est une connerie d'essayer de se lancer ou pas ? Je pense que c'est jamais trop tard pour se lancer. Je pense que si t'es passionné par ce que tu fais, que t'es bon dans ce que tu fais, je pense qu'il faut le faire et que les gens vont finir par le voir et que ça va marcher. Je n'arrive pas à être dans un autre mindset que de dire que le travail paye.
C'est terrible parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, mais moi, j'ai beaucoup travaillé et pourtant ça ne paye pas. Et là, j'ai envie de dire, oui, mais attention, le travail ne suffit pas. Le travail paye, mais derrière, peut-être que tu n'as pas le truc. Puis en plus, on est dans un métier d'image qui est hyper injuste parce qu'en fait, des fois, juste le ton de ta voix, ta tronche, ton physique, ton mindset, plein de trucs qui vont faire que ton regard, Les gens vont accrocher ou pas, quoi. les gens, ils vont s'attacher à toi ou pas du tout. Et donc, en fait, des fois, tu peux travailler autant que tu veux. Si tu as ce truc un peu antipathique qui fait que j'ai pas envie de t'aimer, c'est mort. Donc, en fait, change de voix parce que t'es juste pas fait pour ça. Et donc, c'est dur. Et je dis ça, moi, je suis considéré comme un gars qui est plutôt vu de manière un peu antipathique, un peu trop sûr de lui, etc. Donc, n'allez pas plus haut que moi. Voilà, sinon, après, ça devient très, très compliqué. Mais donc, moi, j'ai un peu ce truc de le travail paye. Et donc, j'ai plutôt envie de dire aux gens, mais si, foncez, bien sûr que si. Déjà, les gens qui sont établis aujourd'hui ne sont pas éternels. Moi, le premier, il y a un moment où on va se faire supplanter, dépasser, où on va se fatiguer, on va avoir envie de faire autre chose, où on va être dépassé par ce qui nous entoure, par les technos ou par les envies des gens. On va plus être en phase avec qu'est-ce que veut le public. Ou alors, quand on va comprendre ce que veut le public, on va dire, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Tu vois, là, typiquement, la question de, OK, bah maintenant, ce que veulent les gens, c'est du vertical. Bah, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Bon, bah, j'ai trouvé un moyen, tu vois, de contourner le problème. Mais je me suis posé un peu la question à un moment de dire, bon, bah, est-ce qu'il va falloir que je fasse que des vidéos verticales, des formats adaptés à ça et tout? T'as eu un moment où tu t'es dit, putain, je suis finito Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, je me suis dit, bon, pour le moment, ça marche. Je continue à faire ce que j'aime. Mais toujours en réfléchissant à, il faut quand même, si tu fais que ce que tu aimes tout le temps, tu vas finir par en fait épuiser ta fanbase qui va pas se renouveler et en fait qui va même vieillir. Et en fait, bah, ça va faire que descendre et jusqu'au moment où tu vas descendre en dessous du seuil où là, tu dis, bah là, je peux plus en vivre en fait. Parce que je peux plus rien vendre à des marques ou des partenaires et les revenus publicitaires suffisent plus. Ça y est, c'est fini, ciao, quoi. Faut trouver l'équilibre entre sortir de sa zone de confort tout en continuant d'aimer ce que tu fais, quoi. Exactement. Ouais. Et ça passe beaucoup par le fait de t'entourer, hein, notamment dire, bah ça c'est nécessaire de le faire, j'aime pas le faire, qui peut le faire à ma place? Bah, il va falloir le payer. Mais du coup, tant que tu as du succès, réfléchis vite à tant que tu as les moyens de payer d'autres personnes, bah, c'est le moment de t'entourer pour que tu continues à avoir les moyens de payer des gens. Moi, j'ai vraiment ce truc de, dès que je gagne de l'argent, c'est pas que j'ai l'argent qui me brûle les mains, c'est tout de suite, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire pour faire mieux, pour faire plus? Je stacke pas l'argent. Mon associé Victor m'a dit, qui est créateur de contenu, m'a dit un jour une anecdote qui m'a pas mal marqué, je voudrais savoir si t'es d'accord avec ça ou pas. C'est que selon lui, c'est plus dur d'un point de vue mental et énergie, doute, etc., de rester au top que de percer initialement. Carrément. Je suis carrément d'accord. En fait, les gens pensent que le bout du monde, c'est réussir à percer, à faire des stats, avoir beaucoup d'abonnés sur sa chaîne, Non, alors que rester. le plus dur, c'est de rester, de perdurer. C'est rester parce qu'en plus, en général, quand tu as ce truc d'être créateur de contenu / entrepreneur, en général, ce qu'on aime, je pense que tu es pareil, c'est créer des projets, les mettre sur les rails. Et en fait, une fois que tu as réussi, tu t'ennuies. Passer au suivant, quoi. Tu es en mode, bon, bah c'est bon, j'ai montré que je savais faire ça, next, quoi. Et c'est là que c'est dur. C'est comment réussir à, bah, soit à donner le bébé à quelqu'un d'autre et à faire autre chose, mais ça, en général, pour le faire, il faut d'autres qualités que juste avoir des bonnes idées, quoi. Il faut être un bon manager, il faut avoir les moyens, etc. Donc, c'est pas forcément évident. Et sinon, bah, il faut réussir à trouver le truc en toi pour que t'aies toujours que tu continues à trouver du plaisir dans ce que tu fais pendant encore des années. Et ça, c'est pas forcément évident, quoi. Donc oui, quand tu démarres un truc, tu as une vision. Tu dis, j'ai un objectif, je veux arriver là et je vais tout faire pour arriver là. Et là, en fait, tu as le feu sacré de la nouveauté, tu as l'énergie, et puis tu vois les premiers progrès. Et tout ça te redonne de l'énergie. Et donc, ça t'alimente et tu es en mode, OK, go, 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 tu es à fond. Et puis au moment où tu commences à arriver, c'est le moment, en fait, ça ne fait que commencer. Et toi, c'est le moment où tu commences à t'épuiser. Parce que tu as donné tellement pour en arriver là, que là, tu es en mode, bah là, j'ai plus de jus. Et en fait, pourtant, frère, t'es pas arrivé. Là,
t'es rentré dans la voiture. Maintenant, il faut appuyer sur l'accélérateur, en fait. Et bah là, c'est très dur. Et c'est là qu'on voit la diff entre ceux qui vont durer des années et ceux qui vont avoir un petit succès éphémère, et puis au revoir, quoi. Est-ce que tu as un ou deux conseils par rapport à ça, vu que Pour que ça dure t'as dû voir monter des gens, disparaître 3 fois sur ta carrière. Donc, c'est quoi le pattern que tu as le plus détecté chez les gens qui durent? C'est prendre du recul, s'entourer. C'est déjà très bien. Hein. Franchement, c'est la clé. Est-ce que prendre du recul, est-ce que ce truc des vacances... Prendre du recul, ouais. C'est des fois souffler. Sur Twitch, faut prendre des vacances. Tu conseilles même quand on est streamer, parce qu'il y a un peu ce truc, tu sais, de quand on est youtubeur. La peur de disparaître. Ouais, la peur de disparaître. Est-ce que elle est vraie ou pas? Est-ce que t'as déjà pris des longues vacances et t'es encore là aujourd'hui, tu vois? Ou est-ce que jamais t'étais un peu dans une roue du hamster et tu peux pas partir une semaine de Twitch sans être mort, quoi? Je pense qu'autant que faire se peut, c'est quand même bien d'être toujours un peu dans le coin. Parce qu'on se fait quand même remplacer très vite. Maintenant, ça dépend ce que tu fais, dans quelle niche t'es, etc. Voilà. Et ça dépend quelle masse critique t'as atteint. Si Squeezie disparaît demain, oui, 3 et mois, qu'il revient dans un an, même, ouais. T'inquiète, tout va bien. Tout le monde sera trop hypé de son retour, nanana, et puis tu peux presque en faire un arc. Oui, comme Inoxtag avec Kaizen. Voilà. Exactement. Maintenant, quand t'es pas si gros que ça, et que t'es dans un milieu où t'as beaucoup de concurrence, les gens, et que t'as pas atteint cette masse critique qui fait que les gens sont attachés à toi très fort et t'aimeront même si tu disparais 6 mois, alors là, attention, parce qu'on peut te remplacer très vite. Il faut pas non plus tomber dans une espèce de maladie. Il faut quand même avoir de la confiance sur ce que je fais, c'est du bon boulot, et j'anime bien, et les gens sont contents de me voir. Donc, faut pas non plus trop flipper. Maintenant, je pense que ça se prépare. Tu peux déjà prévenir les gens. Dire, là, je vais prendre des vacances, je vais partir 3 semaines, il va se passer tel truc, mais peut-être tu vas préparer des contenus que tu vas diluer, dire, il y en aura peut-être pas un par jour comme d'habitude, mais je vous en ai fait un par semaine, juste pour pas que vous m'oubliez. Puis c'est peut-être un truc un peu différent d'habitude. Je vais en profiter pour explorer un format que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais le tourner en amont. Je vais vous en sortir un par semaine. Et comme ça, quand je reviens, je suis pas parti très loin. Vous êtes content de voir mon retour. Peut-être que je vais préparer en amont de la com pour dire, du coup, à mon retour, j'organise un truc un peu particulier qui fait que vous êtes content de me voir revenir et que vous avez une raison de revenir me voir parce que je fais un truc qui est différent d'habitude. En gros, utilisez votre départ comme un événement positif. Mais ça, je trouve que les gens ils se disent, c'est trop bien. Ah, il part, donc il y a ce format un peu spécial. Et il revient, et donc il y a ce truc un peu spécial. Regain de hype. Mais ça, je trouve que ça s'applique particulièrement bien à YouTube. Mais par exemple, Twitch, tu peux pas... Ça marche pour Twitch. Ah oui, c'est-à-dire que même temps en vacances, tu fais un live par semaine, quoi, au lieu de un par jour. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, il y a des formats qui sont très rendez-vous, genre Twitch, genre même le podcast. Podcast, il y a ce truc de le podcast, il est hebdo ou quoi. Et si tu dis t'arrêtes 2 semaines, tu te prends un taquet et c'est très très dur de remonter. Enfin voilà, en gros, je pense particulièrement à Twitch et au live donc et au podcast, qui sont 2 formats très rendez-vous où les gens, vu que l'attention est limitée et que c'est un peu un jeu à somme nulle, si tu te fais remplacer une fois dans les recos, il faut réussir à enfin, tu vois, c'est un peu les chaises musicales. Je réfléchis. La question était surtout axée pour Twitch, parce que YouTube, c'est... Ouais. On peut se dépatouiller assez facilement. Et les verticaux encore plus simples, parce que on peut faire du riposte, on peut programmer, puis on peut faire du riposte sans que ça se voit trop, quoi. Est-ce que t'as déjà pris un off de genre 2 mois sur Twitch? 3 en 15 ans. Après, WebTV, c'est un schéma différent, encore une fois. Mais... Très peu, en vrai. Très peu, et pourtant j'ai vraiment tendance à dire aux gens, mais si, prenez des vacances, barrez-vous. J'ai l'impression que c'est un truc de streamer de dire aux autres streamers, parce qu'en fait avec le recul, quand c'est pas soi, on le voit que c'est ok, mais quand on est dedans, j'ai l'impression que c'est très dur. Ok. Ma technique, c'est, je prends plein de vacances, mais pas longtemps. C'est... Plein de mini-vacances. Je me barre une semaine au ski. Mais c'est qu'une semaine. C'est-à-dire que je vais éviter de me barrer 2 mois. Quoi. Ah, tu vas pas t'envoyer un tour du monde, un tour d'Amérique latine? Non, non, si je fais le tour du monde, je vais le streamer en fait. Ouais, ok. Donc il faut quand même il faut être présent, quoi, en gros. Tu peux pas cut 100% ce que sur tu Twitch, quand tu disparais longtemps, surtout si tu fais du jeu vidéo, quoi. Tellement facile de te remplacer. Des mecs qui jouent bien et qui sont marrants, il y en a 12 000 sur Twitch en fait. Donc toi ou un autre. Donc pareil, à moins que j'ai un affect très particulier avec toi. Oui, alors faut être Squeezie. Maintenant, tu vas perdre un peu, mais tu vas pas perdre non plus
Disons que tu es quelqu'un qui fait, je sais pas, 1500 viewers à chaque fois que tu es en live. Bon, déjà, bravo, c'est un beau succès. Tu pars un mois, peut-être tu vas revenir, t'auras, j'en sais rien, allez, je vais dire 800. Ah, dur, hein, ça fait une sacrée chute. Les gens vont revenir petit à petit. En fait, tu vas avoir une baisse pendant Ouais, c'est juste qu'il faut un mois, mouliner, quoi. Voilà. mais va falloir rebuild, mais ça va revenir. En fait, les gens, ils vont te voir popper dans leur feed de followers, ils vont dire ah putain, il est revenu. Et voilà, Bien ça sûr, va. ouais. Puis tu as ta programmation, tu communiques quand même sur Insta, de dire je suis en live tel jour, à telle heure, etc. Les gens te suivent sur Insta. Et puis, encore une fois, je l'avais un peu dit aussi en préambule, tu peux pas aujourd'hui être que streamer. T'es aussi un peu youtubeur parce que tu mets tes replays, t'es aussi un peu instagrammeur parce que tu donnes des nouvelles de ta life ou de ton programme, etc. Donc en fait, dire je suis que streamer, je disparais 2 mois, les gens Oui, ça m'oublient, n'existe plus aujourd'hui. ça Ouais. n'existe pas en fait. T'es jamais que streamer. Bon, ou alors c'est une erreur stratégique, entre guillemets. Ah, c'est une belle Ouais. connerie, oui, faut pas faire ça. Mais je pense quand même que c'est bien Il de vaut se mieux focus streamer sur un peu canal. moins. Au début, c'est bien de se concentrer sur une plateforme où tu as bien les codes, bien les trucs pour péter, et ensuite tu construis autour des plateformes un peu secondaires. Mais tu vois, aujourd'hui, chaque créateur est quand même identifié comme natif un peu d'une plateforme. Tu vois, c'est-à-dire que les gens, le mot-clé associé à toi, je pense que pour la plupart des gens, ça va être Twitch. Et pour des youtubeurs, ça va être YouTube, même s'ils sont présents partout. Des TikTokers ou Instagrammeurs, Et Instagram. d'ailleurs, tu disais, est-ce que c'est encore possible de se lancer? Je pense que sur YouTube, c'est possible de se lancer carrément. En plus, maintenant, ils ont Ouais. beaucoup bossé les algorithmes de Ouais, ça recommande beaucoup plus. découverte des nouveaux. Moi, j'ai découvert il y a très peu de temps une fille qui s'appelle Chloé Gallo. Incroyable ce qu'elle fait. Et elle n'existe pas depuis très longtemps. Et vraiment, le niveau de réalisation et de storytelling, je suis en mode, bon, elle met une pilule à tellement de monde, je suis en mode, bah bravo, quoi. Et c'est YouTube qui me l'a recommandé, tu vois. Je suis tombé au pif dessus. Et maintenant, bah, forcément, je regarde tout ce qu'elle fait. Et en fait, très régulièrement, maintenant, je vois des nouveaux créateurs. Donc, je pense que c'est grave possible sur YouTube. Et sur Twitch, je pense que c'est possible, voire même facile, mais dans un contexte très particulier. À savoir, un nouveau jeu sort et tu deviens le crack absolu de ce nouveau jeu. Enfin, Je crois que c'est le le... Gotaga de Fortnite, Voilà. en gros. J'en sais rien. Il y a sur PlayStation en ce moment, il y a un jeu qui s'appelle Saros qui vient de sortir. Si tu te lances donc sur ce jeu, alors ce qui est bien, c'est t'es en live un peu avant, depuis quelques mois, tu vois. Tu hype déjà ton début de commu sur il y a le jeu qui sort et tout, je suis trop hypé, machin, nanana. Tu joues déjà au précédent jeu, etc. Et du coup, déjà, tu as construit un petit peu ce truc de dès que ça sort, je vais être à donf et je vais faire que ça. Et au moment où le jeu le sort, tu fais que ça, t'es à donf et tu deviens un peu une référence parce que tu joues 15 heures par jour, tu te butes au jeu et qu'en fait, au moment où le jeu sort, si quelqu'un veut voir ce jeu sur Twitch, il va dans la catégorie du jeu et il y a des grandes chances que tu sois là et dans les premiers créateurs. Bah ça va. Ouais, ça, c'est ce qui construit la croissance la plus rapide sur Twitch by far, quoi. Donc Ouais. Fortnite, en plus, en gros, ouais, tu fais un pari sur un jeu, si le jeu explose, t'exploses avec. Même s'il explose pas autant que ça, bah tu prends en gros la hype du jeu. Et tu fais ça à chaque nouveau jeu. Alors, t'es pas focus, à tous quoi. les nouveaux jeux, mais tu fais des choix assez clés dans l'année de moi, je vais me buter sur ça, mais je me bute pas un peu. C'est Je me bute en mode, ça veut dire que je vais streamer de fou, ça veut dire que je vais créer des événements sur ce jeu en tant que streamer avec d'autres streamers pour agréger les viewers de plusieurs streamers et faire des événements qui vont faire parler de moi notamment. Ça veut dire que je vais faire des tests, des builds, des guides que je vais publier sur YouTube. Ça veut dire que je vais faire des formats avertis. Enfin, Ouais, je vois. Ouais. là, tu es en mode, je vais être le king de ce jeu. Et tu vas le faire pour un jeu, pour 2 jeux, pour 3 jeux. AlphaCast, typiquement, il l'a fait pour Star Citizen, il l'a fait pour Overwatch, il l'a fait pour Guild Wars 2. Et chacune de ces étapes a contribué à faire grossir sa carrière. Et en fait, c'est un schéma qui marche de fou. Très bon conseil. J'aimerais qu'on parle un peu de ton rapport au réseau de manière plus générale. Donc évidemment, ça reste ta passion à la fin, tu es là depuis des années, comme on l'a dit, mais tu m'as dit en préparant l'épisode, quasiment mot pour mot, que tu avais développé une haine des réseaux aussi. Donc c'est quoi ce paradoxe? Est-ce que tu peux m'en dire plus? J'aimerais bien qu'on parle un peu aussi peut-être des moments un peu down que tu as vécu, ou des mauvaises expériences que tu as eues à cause des réseaux. Ça vient d'où? J'adore les réseaux. J'aime pas une partie des gens qui y sont. J'aime pas les gens qui passent beaucoup trop de temps à répandre de la négativité, à détruire, plutôt qu'à construire et à donner de la positivité. Et je l'ai été pendant un temps.
J'ai eu une longue période où sur les réseaux, je passais mon temps à critiquer, à me plaindre. Et je le fais beaucoup moins, et je suis beaucoup moins sur les réseaux. Je le suis pas assez. Je devrais communiquer beaucoup plus pour mon métier. Ah, Et donc en je croyais que tu disais que tu y es beaucoup moins en tant que consommateur, mais Ah, je mais pense que même en tant les que deux, créateur, tu y es passé. les deux, j'y suis pas assez. Sur Twitter, tu peux regarder, je tweete presque plus. Et Twitter, c'est un game à part. Tu l'as Mais fait, parce que c'est- maintenant, j'ai presque développé une peur de Twitter, de Ah ouais. dire, putain, la moindre phrase que je vais dire, qui va m'insulter, quoi. Ça rate jamais, hein. Toujours un con pour me sortir une phrase de son contexte ou déformer mes propos. C'est insupportable. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus sur Insta, parce que les gens sont beaucoup plus chill. Mais aujourd'hui, ouais, si je pouvais, je désinstallerais toutes les applications et je n'y mettrais plus jamais les pieds. Ah, donc il y a quand même une certaine forme de... Alors, haine pas des apps en elles-mêmes, mais en tout cas... En fait, il y a les deux. Il y a haine des gens et Parce que haine, tu haine m'as de dit, ce que pardon, ça produit sur moi. tu m'as dit à 2 phrases d'écart, j'adore les réseaux, mais si je pouvais, je désinstallerais tout. Donc c'est, Mais justement, je désinstallerais tout parce que ça marche trop sur moi. L'infinite scroll sur Insta, là, c'est un enfer. Des fois, je me fais piéger par ça et tu finis et t'es en mode, putain, je viens de passer 1 heure à rien foutre, en fait. Sur les Reels ou sur... Sur les Reels, ouais, c'est horrible. Et donc, j'essaie de... Je préfère produire qu'être spectateur. Donc, j'aime pas quand je me fais avoir par les algorithmes, avoir par la propre chimie de mon corps de vas-y, file-moi ma dopamine. Je suis aussi faible que tous les autres et j'aime pas quand je m'en rends compte. Et donc, ouais, j'ai installé sur mon téléphone, il y a une appli qui bloque les réseaux de telle heure à telle heure. J'ai Opal d'installer. On peut dire, hein, franchement, on conseille, là pour le coup, c'est gratuit, il y a une version gratuite. Et quand j'en ai besoin, je le désactive, tu vois. Mais des fois, ça me fait cet effet de ah, j'irais bien sur. Ah, je peux pas, bon, tant pis. Ça, bénédiction. Trop bien d'avoir ce truc, tant pis. Bon, c'est que c'était pas très important en fait. Allez, next. Et donc, bref, il y a. J'aime pas l'effet que ça fait sur moi et le fait que je suis pas capable de me raisonner et de le consommer peu de temps. Donc en fait, je préfère ne pas le consommer du tout. Et j'aime pas les gens sur certains réseaux qui sont extrêmement destructeurs. Et franchement, je dis ça, je suis très solide. Par rapport à comment on peut vivre les critiques des réseaux. Parce que t'as pris des gros bad buzz. Ouais, j'ai eu les menaces de mort et tout, hein. Donc oui, j'ai pris très très cher pendant longtemps. Et j'estime que par rapport à la masse des créateurs de contenu, je suis un rock. Je peux tanker beaucoup, beaucoup d'insultes et de critiques et tout. Et je me dis, même moi, je suis arrivé à saturation, en fait. Donc je me dis, ouais, quelqu'un qui est moins solide sur ses appuis, faut pas faire ce métier, hein, parce que tu vas souffrir. Donc, et puis, c'est commun. Et moi, j'ai même pas connu l'extrême célébrité. C'est tellement commun de voir des grandes stars de la chanson ou des acteurs qui se font détruire par leur propre notoriété. Il faut être très bien entouré et il faut réussir à tanker ça, quoi. Moi, les réseaux, c'est un truc, le plus loin j'en suis, mieux je me porte, quoi. C'est quoi les pires... est-ce que t'as des... t'as failli avoir des graves problèmes ou est-ce que t'as eu des graves problèmes à cause justement de bad buzz ou de haine de haters en fait sur les réseaux? Très souvent, ça se matérialise par un tribunal populaire sur quelque chose qui était pas si grave que ça. C'est sur Twitter, ça, généralement. Ouais, très souvent, ça se matérialise par... allez, je te donne un exemple à l'extrême pour te faire comprendre. Tu vas prendre des insultes. J'avais fait l'expérience une fois, donc c'est véridique ce que je dis. J'avais fait l'expérience une fois de dire j'adore les pommes sur Twitter. T'as des mecs qui trouvent le moyen de t'insulter pour ça, quoi. T'es en mode, oh frérot, j'ai dit que j'aimais un fruit. On est où? Et donc, c'est un peu la preuve par l'absurde, mais de dire, il y a des gens qui s'investissent d'une mission sur le fait de te détruire sur un sujet parce que, je sais pas, ça les a touchés, ça leur tient à cœur, alors que vraiment, c'était pas si grave que ça. Souvent, c'est pas vraiment ce que t'as voulu dire, ils ont déformé ton propos ou tu t'es mal exprimé, mais peu importe.
Souvent, je pense que 95% des shitstorms que j'ai pris, vraiment, ça valait pas tant, quoi. Et tu fais, bon, bah, c'est comme ça, les gens se sont investis d'une mission de te détruire, et tu fais, bon, bah, go. Et puis alors après, quand tu commences à avoir une réputation un peu négative, ça devient amusant. Ça devient, ah, bah, c'est l'autre bouffon qui parle, allez, viens, on va lui mettre un missile. Et là, bah, du coup, c'est là qu'arrive la notion de harcèlement, où tu es en mode, ah, frérot, laisse-moi souffler 2 secondes, j'ai vraiment rien dit de grave là. Ouais, c'est quand tu Là, viens la t'abuses. tête de Turc gratos. Exactement. Souvent, il y a des rotations. C'est un peu par arc, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ça va être. Il va y avoir un harcèlement ciblé, on va dire, sur un créateur ou une créatrice. Puis un autre, puis Ouais, ça c'est ça. revient. Puis après, ça te revient dessus. Enfin, bref, c'est. Et en fait, tu arrives dans un cercle où t'arrives au moment où tu as peur de parler. Et là, bon, bah, c'est compliqué parce que ton boulot, c'est de parler quand même. Et comment tu te détaches de ça rapidement, hein, mais est-ce que ça t'a déjà posé problème, par exemple, avec des marques est-ce que tu dois te justifier, est-ce que tu y arrives, ou est-ce que c'est quand ça te tombe dessus, tu peux juste rien faire et tu dois dire aux marques, bon bah ok, enfin comment. Quand ça te tombe dessus, tu peux pas faire grand-chose. Faut tanker, Faut mettre au faut faire pal. faut faire profil bas. Ouais. Potentiellement s'excuser, mais ça dépend des sujets. Parfois s'excuser, c'est pas bien. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais, Il compliqué n'y a quoi. pas de règles. Moi, ce qui m'a beaucoup sauvé, c'est que comme j'ai quand même une longue carrière, souvent j'ai pu diluer mes bad buzz dans le fait que j'avais quand même fait des trucs cool. Souvent, les marques avec qui j'ai travaillé ont un très bon souvenir des collaborations avec moi. Et donc, n'enterre pas tout au moindre bad buzz. Donc voilà, la loyauté des gens qui m'entourent ont beaucoup aidé au fait que je me sois pas fait enterrer au premier bad buzz venu. Mais c'est dur, hein, franchement, tu peux te faire enterrer du jour au lendemain. Je trouve ça hyper pertinent d'avoir ce retour de ta part parce que, comme tu le disais un peu toi-même au début, tu oses beaucoup aussi, en tout cas plus que plein de gens, on va dire, sur Internet qui ont très peur justement de ce tribunal un peu populaire, à juste titre, parce que l'impact est trop élevé. Mais en fait, où est-ce que tu mets la limite dans ta prise de décision? Est-ce que entre ce qui te fait kiffer ou ce que tu trouves bien en fait pour toi ou qui te permet de faire un projet cool, même si tu sais un peu que les gens vont pas le recevoir bien. Je pense, si je me trompe pas, à des collabs que tu as pu faire dans des domaines, tu vois, qui peuvent être un peu clivants, t'avais fait quoi, l'armée, le nucléaire? J'ai fait l'armée, le nucléaire, des trucs comme ça. Voilà, ouais. tu vois voilà, je sais que tu vois comment il s'appelle, Thibaut InShape, quand il fait des trucs avec l'armée, il se fait défoncer à chaque fois, etc. Bon, il le fait souvent, mais en gros, toi, c'est quoi ton spectre, ton pattern de prise de décision? Mon sur une collab spectre, ou un c'est que quoi que je fasse, je me regarde dans la glace en me disant aucun problème avec mes convictions personnelles. Voilà. Donc, ça tient à ça, en fait. C'est qu'en fait, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Tant que moi, je suis d'accord avec moi-même, c'est le plus important. Donc, bah, il se trouve que j'ai grandi à Cherbourg. C'est une ville qui est bercée au nucléaire, qui n'existe quasiment que grâce à ça. Donc, j'ai du mal à avoir un point de vue négatif sur le nucléaire. J'ai été bercé dedans. Et puis, bah, du coup, je suis un peu renseigné sur le sujet. Et donc, tu noteras que, par exemple, sur cette question, il y a eu des moments où les gens étaient très négatifs sur le nucléaire, des moments où ils sont plutôt positifs. Ça fluctue en fonction de la manière dont les médias te le racontent. Bon, bah, moi, il se trouve que j'étais plutôt renseigné sur le sujet. Et en général, quand tu es renseigné sur le sujet, t'es pas contre. T'es pas contre parce qu'on n'a pas mieux aujourd'hui. Donc, ça sert à rien de ouin-ouin. Quand on aura mieux, on fera autre chose. Mais pour le moment, on n'a pas mieux. Donc ça, tu vois, c'est un sujet. Et bah, quand tu parles de ça et que t'es pile dans la période où les gens aiment pas trop le nucléaire, bah, tu prends une shitstorm, mais en fait, avec beaucoup d'arguments fallacieux ou des arguments corrects, mais tu dis, bah, en fait, il y a 95% de bonnes raisons d'en faire, 5% de mauvaises. Vous vous focussez sur le verre à moitié vide. Sur le verre à 5% vide. Sur le verre à 5% vide. Et c'est surtout, et beaucoup surtout de, ça critique, d'accord, propose mieux. Il n'y a pas, alors ferme-la. Je déteste les gens qui critiquent et qui n'ont pas mieux à proposer ou qui n'ont pas une correction à proposer. J'aime pas ce que tu fais, d'accord? Comment je peux améliorer ce truc? En fait, ne t'arrête pas à l'insulte. Dis-moi ce que tu aurais aimé voir. Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Donne-moi des pistes pour faire mieux. Ou propose autre chose. Si c'est critiquer juste pour faire du mal, c'est quoi, tais-toi. Ça sert à rien. Il y a une collab que tu regrettes? Je crois pas. Jamais. En 15 ans, c'est solide. Bah en fait, j'ai pas fait de casino, j'ai pas arnaqué de gens, j'ai
pas fait de crypto. Je crois pas. Ça peut être une collab qui s'est extrêmement mal passée, la marque était infâme. Ah, oui, mais ça... En tout cas, rien de fou, quoi. T'as pas eu de Non, mais rien de fou. long fleuve tranquille. Souvent, voilà, les pires collabs, souvent, c'est pas la faute de la marque, c'est la faute de l'agence, qui, entre ce qu'elle a vendu, ce qu'elle pouvait faire, ce que tu acceptes de faire, enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs qui changent, et là, ça peut devenir compliqué. Très souvent, quand c'est moi qui travaille en direct avec la marque, comme je balise hyper bien, et que je ne vends pas des chiffres plus hauts, les trucs qui sont le plus mal passés, c'est des mecs qui ont vendu des chiffres hyper élevés. On va faire 7 millions de vues, on va faire ci, ça, il y aura un hélicoptère, voilà. Et puis en fait, tu déçois la marque, et derrière, bah, il faut ramer pour satisfaire la marque, pour un peu t'excuser de ce que tu as raté. Bah oui, ça c'est des mauvais moments, mais en fait, c'est ni de ma faute, ni de la faute de la marque. C'est l'intermédiaire qui a fait de la merde. Vaut mieux faire l'inverse, comme t'expliquais, c'est-dire faire une promesse. Tu promets un peu moins, et comme ça, surprise. Ouais. la marque est en mode c'est exceptionnel, c'est super, l'année prochaine on le refait encore plus gros. Voilà, Merci, c'est voilà, c'est super. C'est quoi le moment le plus fou de ta carrière entière, selon toi, si tu devais en choisir un? Le plus fou de ma carrière, je Il est en train pense de que... tout repasser. J'ai beaucoup. J'ai pas commencé hier. Le plus fou de ma carrière, c'est très dur à répondre comme question, parce que malgré tous mes bad buzz, malgré toutes les complexités auxquelles j'ai dû faire face, je suis quand même très fier de mon parcours. Et chaque grand moment charnière a été un moment exceptionnel pour moi. T'as droit à un petit top 2, 3, même 4. Si tu veux. Non, mais pour faire un peu simple, le moment où Eclipsia m'appelle pour dire on aimerait travailler avec vous, c'est inespéré, c'est fou. Moment marquant, ouais. Le moment où je pars à Bordeaux pour commencer à travailler sur ça, en faire mon métier, c'est fou. Le moment où je pars en Angleterre pour continuer à faire ça, c'est fou. Et où je fais partie des premiers CDIsés pour faire cette vie, c'est fou. On s'installe, on découvre les locaux, tout est fou. Les moments où on fait les premières grosses audiences quotidiennes, c'est fou. Le moment où je me fais appeler par Squeezie pour aller faire le stream, c'est délirant. Où tu découvres, tu rentres dans un autre monde. Moi, le moment où première fois où vraiment je rencontre Squeezie, il est sur le tournage de son clip pour Overwatch, là. Le clip était dingue, la prod était dingue. C'était le moment où Webedia était sur le toit du monde. Moi, j'arrive là-dedans, je suis en mode waouh, on change de game en fait, c'est un truc de fou. Le fait d'arriver là-dedans, ça me permet de faire mes premières grosses scènes où vraiment tu fais des événements de malade, où il y a des milliers de personnes dans le public et toi tu dois animer ça, tu l'as jamais fait. Et tu vois, chaque étape comme ça où je grossis, je suis en mode putain, mais quand est-ce que ça s'arrête? Chanson d'Orelsan, mais dans le bon sens. Ouais. Et je suis là, ouais, quand est-ce que ça s'arrête? C'est fou. Bon, bah, ça finit par s'arrêter. Mais ouais, toutes ces étapes de ma carrière étaient incroyables. Je pense que le pic, ça va être le moment où on lance le stream et où tu as 150 000 viewers 150 le lancement. 150 000 en live simultané sur Squeezie qui lance le truc. Alors tu vas me dire, oui, mais aujourd'hui, on fait des GP Explorer avec plus d'1 million. Oui, d'accord, mais c'est d'une nouvelle époque. Je peux vous dire qu'au lancement de le stream, faire 150 000, il y avait des chaînes de télé qui regardaient comme ça en mode qu'est-ce qui se passe. Donc c'était un vrai truc. Et le moment où, je peux te dire que si tu regardes en rétrospective, ce moment-là où tu as Squeezie qui lance la chaîne, qui parle à 120 000 à l'heure, parce que je pense qu'il est stressé, et puis que de toute façon, c'est Squeezie, il parle à 120 000 à l'heure, et que là, il présente tout le monde. Et qui dit, et celui qui va animer la plupart de ses émissions et porter cette chaîne, c'est Max. Et il me tend le micro. Moment marquant. Je peux te dire qu'il faut pas bégayer, hein. Et pourtant, j'ai bégayé. et en plus, là, je tombe dans le piège évident de, au lieu de justement reprendre le rythme de l'émission et de poser et d'amener le côté un peu pro et j'en vois, je me fais embarquer dans le rythme de Lucas. Et en fait, je me mets à parler à 10 000 à l'heure et tout. Et je regarde le replay aujourd'hui, je m'épuise moi-même. Je suis en mode, oh, ferme-la, quel enfer. Bon, bref. Mais oui, c'est un moment fou. Et puis, je pense que si j'en cite un deuxième, c'est pareil. C'est grande époque de Fortnite. On organise un truc où on prend
100 créateurs de contenu, il y a 100 PC sur scène, et c'est un battle royale avec tout le monde, et il y a un public de fou pour voir ça. Et c'est vraiment, on avait fait des trucs où chaque joueur, il a son PC, un écran, où on voit s'il est en vie ou pas, à quel endroit il est sur la map, machin. La prod, c'était débile. On était les premiers au monde à faire un truc comme ça. On était regardés par des gens qui parlaient pas du tout français. Et pareil, à ce moment-là, scénographie de fou. Et je dois faire l'entrée sur scène où au début, tu n'entends que ma voix en train de dire « Bienvenue tout le monde, 100 créateurs qui s'affrontent, machin ». J'avais écrit un peu un truc. Et tu dois arriver sur scène et faire gueuler tout le monde. C'est impossible de faire ça si t'as pas un peu d'ego et de confiance en toi. C'est un exercice qui est difficile, je pense, effectivement. Ça, tu vois, c'est T'as marrant, jamais fait ça de ta vie, quoi. Ouais. J'y pense, enfin moi je me souviens, même en tant que viewer, le lancement de le stream, c'était un moment marquant effectivement d'Internet. Je me rappelais pas que c'était 150 000, ce qui pour l'époque était vraiment c'était baisé. immense. Mais je revois encore un peu des images, tu vois, il y avait Cyprien aussi, enfin je revois très bien le truc du début, quoi. En tout cas, si je dois terminer sur ça, je dirais, les moments les plus marquants, c'est les moments où je rencontre les gens. Parce qu'on fait un métier où on est devant des caméras et où en fait, derrière nous, il y a un mur ou éventuellement un ou deux techos. Et voilà. Et fin. Et on ne sait pas à qui on parle, on sait pas, même si on voit des chiffres sur des stats, on ne se rend pas compte à quel point il y a vraiment des milliers de gens qui nous regardent. Et quand tu les rencontres en convention, quand tu les rencontres sur scène, et ben en fait, c'est là que je vois toute la différence avec les réseaux sociaux, où toute la négativité que peut apporter les réseaux sociaux, et ben c'est ça, pile à l'inverse, quand tu rencontres les gens en vrai. Ils sont, pour 98% d'entre eux, d'une gentillesse infinie. Et c'est trop cool de rencontrer les gens parce qu'ils ont trop envie de te voir, ils sont trop contents de te voir. C'est un gros contraste, ouais. Ouais, ça donne du sens à tout ce que tu fais. Tu les vois et tu fais, en fait, tu passes ton temps à voir des gens qui disent « N'arrêtez pas, c'est trop bien, on adore. » Putain, t'as jamais ça sur les réseaux. C'est très rare. Un peu, des fois, dans les commentaires YouTube, les gens, trop cool, machin, mais c'est souvent quand tu fais une vidéo particulièrement waouh. Mais je veux dire, dans le jour, surtout nous, sur Twitch, on est plutôt dans la quantité que dans la qualité. On le sait, moi je l'assume, il n'y a pas de problème. T'as rarement ce côté, c'est génial ce que vous faites, continuez, machin. T'as un peu, ça devient normal. T'es en mode, ouais, sympa, j'ai pas trop aimé ce jeu, ça passe, next, ça passe à la suite, tu vois. Et quand tu rencontres les gens, ils prennent le temps de te dire tout ce que tu leur apportes. Ça, c'est les meilleurs moments. Je comprends. J'ai envie juste de revenir sur ce que tu disais sur cet aspect un peu chauffeur de salle que tu as dû avoir quelquefois IRL, quoi, sur des grosses scènes, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu aurais aspiré à faire plus ou que tu voudrais faire plus, tu vois, avoir un rôle un peu comme tu vois, ce que fait Dwagby aujourd'hui, qui est reconnu pour ça, même j'y pense seulement maintenant, parce qu'en fait, pour moi, vous avez tellement une perception, tu vois, qui est différente. Mais si je dézoome, je me dis qu'en fait, sur Twitch, j'ai l'impression qu'il y a deux grands animateurs à qui on peut faire appel, c'est lui ou toi, en fonction de ce qu'on veut faire. Est-ce que tu trouves que votre manière de travailler est similaire, même si aujourd'hui vous faites des choses très différentes? Ou est-ce que c'est animer des gros events IRL, c'est ce que tu aurais aimé faire? Pas forcément. Je pense qu'on n'anime pas forcément de la même manière. Je pense qu'on a des qualités, des défauts. On est assez différents. On est assez différents, même si, in fine, on peut être amené à animer des choses qui se ressemblent. Maintenant, moi, je le fais plus trop parce que je me leurre pas sur ma carrière. J'ai été semi-cancel et c'est dur maintenant de récupérer cette place. Je dis pas que je la récupérerai jamais, on verra les opportunités. Mais aujourd'hui, l'animateur phare du Twitch Game, c'est Dwagby, et il le fait très bien, et il a quand même cravaché pour ça. Donc, je suis plutôt très content pour lui. Maintenant, s'il y a des opportunités qui arrivent pour que je puisse refaire ça, je serais content de le refaire. Je sais pas si ça arrivera, mais maintenant, je trouve qu'on a quand même une manière très très différente de le faire, quoi. Lui a beaucoup plus le côté chauffeur de salle, là où moi je pense que j'ai plus le côté. Parce que t'es meilleur en plateau. Ouais, plutôt plateau, plutôt pour la journaliste. durée, tu vois, cardio, ouais, c'est ça. Tu vois, il y a pas longtemps, je sais pas s'il le fait encore. Il a lancé une émission qui était Bi-Hebdo, où il avait des journalistes autour de la table, et l'idée c'était de parler de santé mentale et d'actualité, je crois. Et tu vois, je trouve qu'il est bien meilleur que moi pour chauffer une salle, pour animer une compétition e-sportive, arriver sur scène et faire « Comment ça va, Bercy ?» machin.
Je crois qu'il est beaucoup plus crédible que moi. Je pense que pour faire ça, je préfère prendre Lutti ou Dwag. Par contre, sur un plateau avec des chroniqueurs, je crois que je suis pas trop mal sur cet exercice. Et en plus, je crois que je préfère. Donc, en fait, et tu sais quoi, je préfère et ça se ressent. Bien sûr, oui. Tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on est un peu différents, mais on est quand même overall à peu près capable de faire les mêmes trucs. Et voilà. Tu te vois continuer pendant encore 15 ans ou plus? J'aimerais bien parce que, en fait, je me fixe pas d'objectif. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être riche de la manière dont j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire gagner correctement ma vie et pouvoir acheter ce que j'ai besoin d'acheter sans m'inquiéter du prix ou aller au resto sans regarder ce qui me reste sur mon compte. Tout en faisant toujours un truc qui me fait kiffer. Je dois avoir le sourire tous les jours. Si à un moment donné, je vais au boulot en me disant « Ah, quelle flemme, j'ai pas envie de faire ça, ça me saoule. » Mais ouais, je veux faire ça le plus longtemps possible. Tant que ça m'amuse, je le ferai. Très clair. On arrive gentiment vers la fin. Je voudrais parler justement un peu de la suite. J'ai une double question. Est-ce que tu penses que c'est encore possible de lancer une web TV en France aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu prépares? Ok, on va là-dessus, let's go. Est-ce que c'est possible de lancer une web TV en France sur Twitch? En 2026 ou 27? Ouais. Je pense que c'est très compliqué et qu'il faut une certaine typologie de personnes, d'animateurs. Tu peux pas le faire avec n'importe qui, c'est sûr. Je pense qu'il faut quand même des reins assez solides. Tu peux pas arriver aujourd'hui et faire un truc complètement à la zeub qui coûte rien du tout. Ça me paraît quand même compliqué. Mais malgré tout, ça reste tout à fait possible, je pense. Maintenant, ça dépend exactement ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, comment tu veux le monétiser. Donc, je vais d'abord répondre à la première question avant de passer à la deuxième. Parce que, juste pardon, si je fais un raccourci de raccourci, mais ce qui a mené Eclipsia en tant que Web TV à sa fin, c'est un peu les problèmes liés au collectif peut-être, et aussi avec la direction, enfin en tout cas des problèmes plutôt sociaux. C'est de la gestion humaine. Là où le stream, bon, il y avait peut-être des problèmes de gestion humaine aussi, mais c'était le modèle économique qui au bout d'un moment ne tenait plus. Donc il y a un peu ces deux gros problèmes-là qu'il faut réussir à résoudre en fait pour avoir une Web TV qui tient dans le temps. Est-ce que je me trompe? T'es complètement dessus. Faire tenir une Web TV, c'est 2 éléments. 1, le collectif. Réussir à créer une famille. 2, le business model. Réussir à trouver le bon prix pour tes OP, pour que les marques aient envie de communiquer chez toi, tout en ne coûtant pas trop cher, pour pas dilapider le peu d'argent que tu arrives à récupérer avec tes sponsors. La clé, elle est là. Et la chute des Web TV, elle est à peu près toujours la même. C'est une explosion des coûts face à une stagnation ou une réduction des revenus. En fait, les dépenses doivent suivre les revenus. Donc, quand c'est une période faste et que tout fonctionne bien, tant mieux. On peut essayer de grandir un peu, d'embaucher plus de monde et essayer de gagner en professionnalisation et de faire grossir le truc. Quand les revenus s'amenuisent, eh ben, il faut suivre. Et c'est chiant, mais malheureusement, il va falloir virer des gens, il va falloir réduire des contenus, il va falloir se concentrer sur le plus important, ce qui marche et ce qui fait tenir la TV. Et oui, ce ne sera pas facile. Il faut rester agile. Et c'est ce qu'a pas su faire le stream, par exemple, qui est resté un paquebot qui coûtait très cher. Et quand l'argent rentrait plus, bah, ça devenait un paquebot avec des trous partout et puis qui prenait l'eau, quoi. Et donc, on était là à écoper comme des malades, sauf que bah, le Titanic, salut, quoi. Donc, au bout d'un moment, bon, bah, on s'est mis sur le pont et puis on l'a laissé couler. Et on a dit, allez, salut. Alors qu'en vrai, on aurait juste dû aller au port le plus proche, réparer un petit coup, sortir de l'eau, réparer correctement, voir l'état des dégâts et faire ça va peut-être être compliqué de réparer ça, venez, on prend un bateau plus petit et on repart. Et je pense que c'est ça qu'il fallait faire. On l'a pas fait et on a fermé et voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut lancer une Web TV aujourd'hui? Si tu arrives à trouver les bonnes personnes, donc pour faire le bon collectif. Et alors ça, en fait, des Web TV, ça existe un peu aujourd'hui. Quand tu regardes, alors j'aime pas du tout, mais quand tu regardes la chaîne de, je crois que ça s'appelle Nasdaq ou un truc comme ça.
Je savais pas qu'il y avait une Web TV, pour moi il était sur Snap à fond. Ok, pourquoi j'appelle ça une Web TV? Il a fait un espèce d'événement sur Twitch. En fait, j'ai regardé vite fait ce que c'était. En fait, c'est quoi? C'est de la télé-réalité. C'est une caméra qui filme H24 ce qui se passe sur un groupe d'individus. Bon, bah, une Web TV, c'est un peu ça. La seule diff, c'est qu'on essaie de faire pas du contenu creux, mais du contenu un peu riche, où on essaie d'amener de l'actualité, on essaie d'amener de l'information. C'est des émissions, quoi, au lieu de... On fait des émissions, voilà, au lieu d'être juste des tranches de vie. Mais en vrai, une Web TV, c'est un peu ça. Parce que pour que ça fonctionne, faut cette notion un peu de famille. Si tu mets une caméra dans les coulisses d'une Web TV, ça te fait une émission de télé-réalité à 100%. Hein. Et d'ailleurs, ça cartonnerait. On le fait pas parce qu'on dirait des dingueries, on se ferait cancel très vite. Mais en fait, ce serait trop marrant de voir l'arrière-salle d'une Web TV, quoi. Bref, c'est tout à fait possible. Il faut surtout les bonnes personnes. Et ça, c'est pas facile à trouver parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire une Web TV comme l'était Eclipsia et le stream, ça veut dire qu'il faut des personnes qui sont middle. Parce qu'en fait, s'ils sont pas assez connus, ils feront pas marcher la TV. S'ils sont trop connus, ils auront ce problème de « Ah bah oui, mais c'est moi qui tire à bout de bras la TV, ça me va pas ». Donc il faut des gens middle qui ont envie de se commit pour le groupe. Il faut les reins solides financièrement quand même, parce que ça nécessite des studios, des caméras, des gens à la technique. Il faut payer les gens correctement. Et derrière ça, il faut des bons commerciaux, parce qu'il va falloir le vendre, le projet. Et le vendre aux bonnes entreprises, il va falloir trouver les bonnes niches, il va falloir créer les bons programmes, et tout ça, ça va demander aussi un petit peu d'expérience. Et puis derrière, il va falloir raconter une bonne histoire. C'est-à-dire, ok, on ouvre une Web TV. Pourquoi, avec qui, comment, quel programme on va faire? Il va falloir le raconter aux gens, et sur la durée. Donc c'est pas évident déjà de le lancer. Maintenant... Est-ce que c'est possible? Je pense que oui, notamment parce qu'il y a de la demande. Ces Web TV, elles ont disparu. Personne ne les a remplacées. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'ai très très souvent des gens qui me disent c'est où Friendzone? C'est où le récap? Voilà, cette notion de j'ai une émission d'actualité quotidienne traitée avec une certaine légèreté, ou en tout cas avec le ton que moi j'aime retrouver sur Twitch et sur YouTube, bah en fait, il n'y a plus trop, quoi. Et même Popcorn, maintenant, c'est devenu mensuel. Donc en fait, aujourd'hui, bah, ça n'existe plus beaucoup. Il n'y a plus ce rendez-vous-là, effectivement, qui était important. Cette espèce d'émission à la quotidien sur TMC, mais avec notre ton à nous et notre humour à nous et nos refs à nous, ça n'existe plus. Et ça n'a pas été remplacé parce que c'est dur à faire. Je t'avoue que quand ça a fermé, j'ai vu et entendu pas mal de gens dire « Ah bah vas-y, on va faire le stream à nous. On va faire notre récap à nous. » Et dès le début, j'étais un peu confiant à dire « Bon courage. Vous allez voir la quantité de travail que ça demande. Bon courage. » Même en termes de prod, le stream avait mis la barre très haut. Tu parlais de moyens. Ouais. C'est compliqué, comme tu dis, notamment à cause de ça, je pense, d'arriver avec un truc bricolé, quoi. Oui, alors, je pense qu'il faut... Alors oui, il y a un truc bricolé, effectivement, ça se voit quand même. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus overkill. Je pense qu'il n'y a pas besoin de foutre tous les moyens qu'avait le stream pour faire un truc qui va plaire aux gens. Ce qui compte, numéro 1, c'est le casting. C'est plus important que tout. Numéro 2, c'est le contenu. Et numéro 3, c'est la prod. La forme. Mais en fait, ça arrive en numéro 3. Donc, chill. C'est pas là-dedans qu'il faut dilapider toute ta thune, quoi. Donc, bref, c'est possible, mais c'est très dur. Et on a prouvé que c'était très dur parce que personne n'a réussi à prendre notre place. Et donc, maintenant, c'est le moment où je vais pouvoir répondre à la deuxième question. Eh ben, on va essayer. On va essayer parce qu'on est en train de travailler depuis plusieurs mois sur le retour d'une Web TV. Et donc, là, on est parti sur une petite aventure de quelques semaines, mois, où j'ai passé des coups de fil à tous les gens qui, pour moi, allaient être parfaits pour ce projet. Et donc, là, on se retrouve avec un groupe de 10-15 personnes, avec, parmi les animateurs d'Eclipsia et de Le Stream de l'époque, avec qui j'ai adoré travailler et qui ont encore aujourd'hui cette envie de faire une Web TV et de faire des émissions. Parce qu'il y a évidemment plein de gens avec qui j'aurais aimé travailler, mais qui aujourd'hui soit sont loin, soit n'ont plus envie de le faire, soit sont devenus juste trop chers et c'est plus possible.
Et ben là, j'ai réuni un crew qui me plaît beaucoup, de gens qui ont envie de le faire et avec qui je pense qu'on va beaucoup rigoler et qu'on va créer des émissions très très cool. Et notamment, on va pouvoir faire revenir une émission d'actualité quotidienne à 18h tous les jours. Toi, tu arrives confiant avec quel niveau d'ambition et quelles erreurs, on va dire, que tu veux éviter en priorité? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer en gros et que tu veux éviter? L'erreur, c'est d'arriver comme des cadors. Les gars, on est de retour, on va tout péter. Bah, ça, si tu fais ça, c'est le live. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Au revoir. Non, on va arriver très humble, beaucoup de nostalgie. Les gars, nous, on vient de là. Et pour moi, le discours, c'est vraiment celui-là. C'est de dire, nous, on adorait faire ça. Et on croit qu'il y a plein de gens qui adoraient quand nous regardaient le faire. On nous donne l'opportunité de le refaire. Bien sûr qu'on va le refaire. Et on espère que vous allez kiffer. Et on va tout donner pour que vous kiffiez. Le discours, il est juste ça. Et après, on verra ce que ramène l'histoire. Après, advienne que pourra. Mais d'abord, c'est le faire avec beaucoup de plaisir, être humble dans ce qu'on fait, parce qu'on va le faire avec beaucoup moins de moyens. Parce que justement, je ne veux pas reproduire les erreurs du passé. Et donc, ça veut dire qu'on va revenir un petit peu au début de ce qu'était le stream. Ça veut dire, certes, des studios, mais... maîtrisés, quoi. Mais des coûts maîtrisés. Un nombre d'employés maîtrisé, parce que la charge salariale, ça pèse lourd. Et surtout, se concentrer sur le casting, le contenu et avoir une prod sympa. Mais surtout, le casting, le contenu, une bande de potes qui s'amusent à faire du contenu cool et intéressant dans un écran sympa, pas dans un écran de télévision. On n'a pas cette économie-là. Donc on va essayer de faire les choses intelligemment. Et si on arrive à faire une balance qui fait que les coûts tiennent et que les revenus arrivent aussi, et qu'on arrive à faire aussi en sorte que les OP soient intelligemment faites, et que ce soit pas qu'on vous bourre pas de pub à en vomir, mais que ce soit au contraire toujours du contenu fait intelligemment et que vous ayez toujours cette image. C'est ça qui est clé quand tu fais une OP, c'est de se dire ce contenu était cool et il n'aurait pas pu exister sans cette marque. Si tu arrives à mettre ça dans la tête des gens, tout le monde est content. Parce qu'en fait, toi, tu es content, les gens sont contents et la marque, elle a une bonne image parce que les gens se disent c'est cool, sans cette marque, on n'aurait pas pu faire ça. Si tu arrives à faire ça, on est bien. Et c'est ça qu'on va essayer de reproduire en boucle. Est-ce que tu as peur d'un... Enfin, que ce soit perçu comme has-been ou autre, même si... Enfin, en gros, c'est ça le risque principal, j'ai l'impression, identifié. Ouais. En fait, peut-être, et je suis en mode, vous pensez qu'on est has-been ? Ok, peut-être. Moi, je pense qu'on n'est quand même pas si naze que ça, qu'on a pas mal d'expérience, et que, pardon, mais personne n'a su faire ensuite ce qu'on avait fait à l'époque. Ouais. En fait, si je me mets dans la peau d'un hater, je me dis, ouais, ça va être has-been, etc. Si je me mets dans la peau dans ma peau, par exemple, je me dirais plus, effectivement, il y a eu une première web TV qui avait moins de moyens, il y a eu un problème de collectif. La deuxième, il y a eu un problème plus financier, si je fais d'énormes raccourcis, encore une fois. Cette fois, la troisième, c'est la bonne, dans le sens où, en fait, tout le monde ressort grandi, toi le premier, de ces expériences-là. Il y aura sûrement des embûches sur la route, mais au moins, elles seront différentes. Et peut-être pas... Moi, ce qui me donne le cœur à le faire, pour le projet, c'est de dire, je dois saisir cette opportunité et je vais tout faire pour que ça existe parce que j'ai envie de le faire. Et ça s'arrête un petit peu là. Maintenant, quand il va y avoir les réactions des gens, qu'est-ce que je peux y faire ? S'il y a des gens qui me disent, vous êtes des gros nazes, vous êtes has-been, vous êtes, on n'a pas envie de vous revoir, machin, ben, ne regardez pas, si tu veux. Et en fait, s'il n'y a pas d'audience, le projet, ben, au bout de quelques mois, on se dira, bah les gars, les gens, finalement, on leur a pas autant manqué que ça n'a pas le succès escompté, on aura essayé, tant pis, au revoir, et on continue nos vies. Et c'est pas grave. La prise de risque est assez faible. J'aurais beaucoup plus de regrets de ne pas le faire que de l'avoir fait et de ne pas avoir réussi. Je vais tout tenter pour le faire. Et après, si les gens disent c'est nul, je lui dirais ok, laisse-moi le temps de te prouver qu'on peut faire un truc bien. Et moi, j'ai la conviction qu'avec le casting qu'on a et qu'avec les idées qu'on a et l'expérience qu'on a, je pense qu'on peut faire kiffer les gens. J'espère. Trop bien, on peut que souhaiter que ça fonctionne. Là, vu que c'est enregistré du coup plusieurs mois en amont. Je m'avance un peu là, les gars, hein, c'est dans 6 mois. Ce serait énorme que ça sorte et que le truc soit un four total avec tout. Non, je rigole. Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, je disais. Regardez, il a dit ça, c'est il a dit ça, et après on fait que des clips par contexte. Là, ce que je vous donne, c'est de l'espoir. Et Maxidan est trop confiant. J'espère. Évidemment que
mon espoir, c'est qu'au moment où je l'annonce, les gens sont en mode « Mais non, génial, trop bien, qu'ils soient comme des fous ». Et Ça, qu'au c'est moment sûr. où on délivre, on ne déçoive pas. Ça, c'est mon rêve. Oui, tu te défonces plus pour le groupe quand le groupe, c'est toi. C'est vrai qu'on en a pas parlé, j'ai pas abordé le sujet parce que vu que tu n'avais pas activement travaillé dedans comme tu vois, ça C'est vrai que Solari, j'y ai pas trop mis les pieds. Voilà, donc mais effectivement leur modèle Mais est ça reste des intéressant. copains, hein. Bien sûr, mais c'est ce que j'avais en tête quand je disais est-ce qu'il n'y a pas des modèles différents justement pour faire en sorte qu'un collectif marche, que la motivation reste, qu'il n'y ait pas de sujet d'ego ou autre. Enfin en gros voilà, que tout le monde y gagne. Donc ça peut être. C'est toujours possible, ça reste extrêmement difficile et on le voit, Solari, régulièrement, ils font des appels aux dons, régulièrement, ils sont dans des situations difficiles. Bravo à eux, ils arrivent à survivre, mais on le voit, c'est dur, c'est très très dur. Donc, Ouais, toi t'es conscient de toutes ces difficultés-là, mais tu vas voilà, en mode full shonen. Bon après c'est baqué, mais quand la même. peur n'évite pas le danger. Ouais. Moi, on me donne une opportunité, j'y vais et on verra bien. Je me pose pas les questions avant d'avoir eu les problèmes. D'abord, je suis positif, optimiste, et je mets l'énergie nécessaire pour atteindre mes ambitions. Si je rate, au moins j'aurais tout fait pour. Et tant pis. C'est un très bon mot de la fin, Maxildan. Je crois que Merci c'est beaucoup. pas mal. Merci à toi. Merci d'être venu. À très bientôt. Mettez un like si ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. J'ai hâte de voir si ça sort dans longtemps, justement, de voir un peu cette boule de cristal qu'on a fait maintenant, ce que ça donnera. C'est vrai C'est qu'on intéressant. est dans une petite time capsule là. Ouais, C'est intéressant. c'est drôle. À très vite sur Solocrea. Merci Maxildan. Ciao, ciao. Petit rappel, vraiment tout petit, juste pour te dire que si tu es freelance et que tu cherches de nouveaux clients, ou si tu es créateur et que tu cherches le futur diamant de ton équipe, notre plateforme 100% gratuite Web Talent est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solocrea.